à dire aux gens de rentrer dans le chap, parce qu'il y a de la place devant, même si tous les gradins sont déjà bien remplis. Alors, je me présente rapidement, après je présente mes intervenants, et ensuite on discute ensemble du sujet de cette deuxième table ronde du village antifasciste de l'événement de ce week-end Levons les voiles contre l'Empire de Bolloré. Pour rappel, on a les images nous aussi un peu en direct là, eh bien, les voiles se sont bien levées contre l'Empire Bolloré ce midi. Les camarades ont été réaliser toutes les actions qui étaient imaginées depuis un certain nombre de mois sur une plage pas très loin de chez Vincent, comme on l'appelle. Et voilà, et donc l'armada va continuer de se déployer et de lever les voiles contre cet empire. Sauf erreur, ce matin, la première table ronde, c'était sur les dimensions médiatiques de cet empire gigantesque, tentaculaire de Bolloré. Cet après-midi, pour démarrer, on va parler des dimensions coloniales de l'empire de Vincent. Et pardon ? Faut pas l'appeler par ça. Ouais, c'est pas non plus un camarade, quoi. Voilà. Et donc, je me présente. Moi, c'est Quentin. Je vais faciliter la table ronde, animer la table ronde du mieux que je peux. Soyez indulgents. Mais surtout, j'ai la chance d'avoir, pour discuter de cette dimension et ces diverses dimensions coloniales de l'empire de Vincent Bolloré, 4 super intervenants, intervenantes. Je vais faire un rapide dénomination, mais après je vous laisserai éventuellement vous présenter pour un premier tour, si ça vous va. Tout de suite à ma gauche, j'ai Laurine, qui est à la fois au CA et au bureau d'attaque. Ensuite, j'ai Lola, qui est journaliste à la revue Science. Puis Arthur et Mariama, qui représentent tous les deux l'association Survie. Et on est donc tous et toutes très contentes à Levons les voiles d'avoir Attaque, Silence et Survie ici avec nous cet après-midi pour discuter de l'empire colonial de Vincent Bolloré. Je vous passe ce micro et je vous laisse resituer un petit peu plus précisément chacun, chacune, qui vous êtes par rapport à ces orgas, si ça vous va. Bonjour tout le monde, je vais faire rapide parce que en fait, tu as tout dit pour ainsi dire. Donc toujours Laurine, toujours au CA et au bureau d'Attaque France, et surtout merci beaucoup pour l'invitation et très heureux d'être avec vous toutes et tous pour cette mobilisation d'ampleur, et on espère qu'il y en aura d'autres et on n'en doute pas. Et voilà, réaffirmer le soutien d'Attaque France, le soutien que l'on espère sans faille, mais en tout cas on fait tout pour. Merci. Oui, bonjour. Moi, c'est Lola. Je suis journaliste pour la revue Silence. Alors, vu que malheureusement, peut-être tout le monde ne connaît pas dans la salle, Silence, c'est une revue indépendante d'écologie politique et d'écologie intersectionnelle. Ça, c'est notre numéro sur l'Empire Bolloré, résister à l'Empire Bolloré. C'est une revue qui existe depuis 40 ans et voilà, qui cherche à apporter une écologie évidemment antifasciste, féministe, antiraciste et de créer le plus possible de liens avec d'autres luttes émancipatrices. Et donc voilà, on a publié en mars dernier un numéro qui s'intitule pas désarmer, mais résister à l'Empire Bolloré, justement, qui faisait écho à la campagne des armées Bolloré. Et c'était un numéro qui était très intéressant à faire parce que face à cet empire médiatique, on s'est dit, en fait, on peut aussi nous coopérer entre médias indépendants pour mutualiser nos forces et nous entraider. Et du coup, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce dossier avec 3 autres médias indépendants. Lisbeth Média, qui était ce matin à une table ronde sur l'empire médiatique, l'âge de fer et la brèche. Et on a fait ensemble une infographie qui est derrière, mais trop loin, que vous pourrez retrouver à l'accueil, avec le dossier d'ailleurs. Voilà, et moi, si je suis là, c'est pour parler d'une enquête que j'ai menée donc, à distance, mais j'ai pu récolter tout un tas de témoignages de femmes au Cameroun qui sont des paysannes sans terre, riveraines de monoculture de palmiers à huile possédés par Socfin Bolloré. Et je voulais vous parler de la double peine que subissent les femmes, puisque en plus de la violence de l'accaparement, elles ont des violences sexuelles et sexistes, et aussi comment elles se mobilisent et vous parler de leur détermination sur place. Merci. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Arthur Baron, chargé de campagne et mobilisation au sein de l'association Survie. Et je suis sur les intérêts économiques de la France en Afrique. On a une vague idée du fait que Vincent Bolloré, c'est un milliardaire qui habite dans le coin, qui a racheté l'entreprise de ses parents au CB, etc. etc. Parfois, ça s'arrête là. Et c'est un peu dommage parce qu'il y a vraiment des ramifications assez énormes et des raisons, des sources de cet empire économique, industriel, etc., qui prennent racine en Afrique. Et donc, c'est important de l'avoir bien en tête, et c'est à ça que va servir cette discussion, de se resituer à la fois d'où vient cet empire colonial historiquement, qu'est-ce qui s'y passe encore aujourd'hui, et comment est-ce qu'un certain nombre d'organisations y résistent, qu'est-ce qui se prépare aussi, parce qu'on a tendance à croire que c'est fini, ça y est, il est rentré, il est super gentil maintenant, mais c'est pas le cas. Et comment résister ou agir aussi depuis la France, parce que c'est pas parce qu'on parle d'enjeux coloniaux et de pays lointains qu'on peut pas agir depuis la France. Mais avant ça, peut-être, Laurine, est-ce que tu peux nous resituer en gros le récent fait d'armes d'attaque sur Bolloré et comment ça peut servir un peu d'entrée en matière? Oui, bien sûr. Le récent fait d'armes, c'est la production du rapport Bolloré qui est sorti fin avril. On y tenait beaucoup. Alors à Attaque, on aime bien produire des savoirs critiques. C'est une de nos marottes. C'est une de nos façons de faire parmi d'autres modes d'action. Et on l'a pas fait tout seul. On l'a pas produit tout seul, évidemment, ce rapport. On l'a produit avec les camarades de l'Observatoire des multinationales. Et donc maintenant on commence à le porter parce que c'est un outil en fait. C'est un outil qu'on a envie de porter et aussi on a envie que vous vous en empariez, qu'on arrive à le faire vivre parce que le problème qu'on a face à Bolloré, on commence à le dessiner ensemble et on va le dessiner ensemble, c'est que c'est immense, c'est donc un empire, c'est donc un système. Et dans ce rapport, l'idée c'était d'avoir quelque chose d'accessible, tout en ayant du complexe puisque on n'a pas le choix quand on aborde Bolloré. Le rapport il fait 76 pages malgré tout. Hein. On a essayé de faire de l'accessible et du synthétique autant qu'on le pouvait, mais forcément on est face à une montagne colossale et tentaculaire. Et donc on a essayé de décrypter un peu ce système. Alors d'abord évidemment par des chiffres clés parce que on parle d'un financier plus que d'un industriel et on tenait à insister là-dessus parce qu'il aime à surfer sur ce mythe finistérien de l'industriel français, etc. Et donc ça on le travaille, on le déconstruit pas mal dans le rapport. Et ensuite évidemment on est revenu sur l'origine de sa fortune. Et là il y a du boulot. Alors évidemment on a parlé raid boursier parce que il est connu pour ça, Bolloré. Ensuite, on a pas mal parlé de évidemment son empire médiatique et on va revenir grandement là-dessus, même si ça a été évoqué par les camarades de la table ronde précédente. Et puis, bien évidemment, ce qui va nous occuper ensemble cet après-midi, on évoque son empire colonial, les origines, les rentes. Et les collusions et le monopole médiatique et politique en définitive qu'il arrive à avoir par cet empire colonial. Ensuite, on a évoqué la façon dont il fonctionne, comment il arrive à contrôler cet empire, parce qu'il est connu pour ça, Bolloré, avec ce système de poulie bretonne, on en parlait tout à l'heure, donc un système de holding emboîté, si vous préférez.
Son entourage, parce que c'est aussi comme ça qu'il verrouille, il a un cercle un cercle de proches quoi, qui arrivent à protéger cet empire, et puis ses complices, parce que en plus des proches, il a énormément de complicité, comme vous le savez, dans les gouvernements, au sein même des gouvernements, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà, et donc pour revenir sur en particulier l'empire colonial, je vais laisser la parole aux camarades de survie. Je ne sais pas si tu souhaites dire un mot. Mais... Ouais, c'est ça, carrément. Merci Laurine. Ouais, Arthur, le boulot que vous faites à Survie, justement avec SurvieFait depuis 40 ans, c'est aussi de travailler dans les archives, d'aller comprendre d'où vient tout ça. Et tu as évoqué déjà tout à l'heure la France-Afrique. Est-ce que tu peux nous resituer l'origine, entre guillemets, historique de cet empire colonial de Bolloré ailleurs qu'ici? Oui, vaste tâche, hein, mais on va essayer. Non, mais du coup, donc, oui, Bolloré est connu, enfin la famille Bolloré est connue pour la papeterie, la marque OCB, le papier Bible, etc. Donc c'était une petite entreprise familiale, 1822. L'arrière-grand-père de Vincent Bolloré, pour l'anecdote, a ramené de Chine un procédé pour produire du papier très fin. Donc c'est sur ça qu'ils se sont spécialisés. Et en fait, cette entreprise familiale tombe un peu en décrépitude d'année en année. Et avant qu'en 1981-1982, avec son frère Vincent Bolloré reprenne OCB, enfin l'entreprise Bolloré, quoi, c'était détenu par son cousin, qui paraît-il était un très mauvais gestionnaire. Et en fait, Bolloré, qui a très tôt eu une aptitude pour la finance, décide de reprendre pour un franc symbolique l'entreprise Bolloré avec son frère, et entouré de très bons réseaux, et notamment d'avocats fiscalistes. Donc c'est Antoine Bernheim qu'il faut absolument retenir, parce qu'en fait on a l'impression que Bolloré s'est fait tout seul avec son argent ou son talent, mais en fait il faut ne jamais oublier les réseaux qu'il a, et c'est très impactant dans le cas de la France-Afrique. Donc en fait, Antoine Bernheim, qui était sur un coup, c'est-à-dire l'accaparement de SCAT. Donc SCAT, c'était la société commerciale d'affrètement et de combustible. C'était une société d'import-export très présente en Afrique, dans les ports. Voilà, donc une société typiquement coloniale et néocoloniale, c'est-à-dire basée sur le fait de importer et exporter, et notamment des matières premières d'Afrique. Et c'était le groupe Bouygues et le groupe Delmas Vieljeux qui voulaient récupérer la SCAT. Et Antoine Bernheim entend parler de ça, connaît Vincent Bolloré, parce que des réseaux mondains, parce que voilà, ils sont quand même dans une famille qui est implantée en Bretagne, et de manière générale, son père, Michel Bolloré, avait des réseaux, que ce soit politique avec Pompidou, ou que ce soit au sein de d'autres acteurs économiques. Et Bernheim et Bolloré vont monter un coup, c'est-à-dire à la place de Bouygues et de Delmas, s'emparer de la SCAT de manière complètement imprévue. Enfin, comme tu en parlais aussi, donc avec un raid, enfin ça c'est le procédé typique de Bolloré, et c'est comme ça que du coup en 86 il s'accapare la SCAT et il rentre dans le cercle très fermé de la marine marchande, et il met un pied du coup dans les réseaux néocoloniaux. Donc en fait, le tournant colonial de la famille Bolloré, c'est vraiment dans les années 80. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un empire colonial depuis le XVIe siècle, ou voilà, comme certaines compagnies ont pu faire. C'est vraiment dans les années 80. Et je me permets juste une petite question. Ça fait 2 fois que vous évoquez les raids financiers. Est-ce que tu peux redire juste, ou Laurine, en quoi ça consiste de s'approprier une entreprise comme ça assez rapidement, on imagine en tout cas? En fait, c'est de monter au capital de manière un peu imprévue, en provoquant du coup un renversement des balances au conseil d'administration, et en forçant du coup le fait que l'actionnariat passe d'un côté, et du coup il devient propriétaire. Et ça, il faut avoir l'accord des banques, d'où l'intérêt d'avoir un avocat fiscaliste comme Antoine Bernheim qui permet ça. Et tout ça s'explique aussi puisque Bolloré déteste dépendre des banques. Pendant les années 90, il a eu un peu une traversée du désert. Et c'est pour ça qu'après les années 90, tout son empire s'est construit sur le fait d'être autosuffisant. D'où le fait de monter énormément d'holding, de rentrer dans le capital de plein d'entreprises. Et il a un procédé assez particulier, il s'attaque toujours à des plus gros poissons que lui. Et il y a 2 techniques. Soit le plus gros poisson finit par céder, et du coup dans le cas de la SCAT ou dans d'autres cas, soit dans le cas de, par exemple, Pathé, ou quand il a essayé TF1 aussi, le poisson est trop gros, mais ça fait tellement peur à l'actionnariat, et ça fait tellement peur aux autres patrons du CAC 40 que
on finit par lui racheter ses parts avec une plus-value, et en fait, du coup, il en sort toujours gagnant. Et ça, c'est son modèle partout. Voilà. Et ça, on le retrouve. Et après la SCAT, son concurrent Delmas Vieljeu, qui a très mal pris le fait qu'il se soit fait coiffer sur le poteau, Bolloré mettra 10 ans, mais il finira par absorber aussi Delmas Vieljeu, alors que c'était une entreprise historique de l'import-export et de ses relations coloniales et néocoloniales. Et ce qu'on peut dire, voilà, moi je pointe du doigt vraiment les réseaux. Et s'il y a bien des noms qu'on peut pointer, donc là j'ai parlé d'Antoine Bernheim, mais il y a celui de Michel Roussin, qui est pour moi impactant. Mariama, tu pourras compléter aussi si je ne dis pas tout, mais en gros, Michel Roussin, il était directeur de cabinet de l'ancien directeur de la SDEC, qui est les services secrets français, donc de la DGSE. Quand on est directeur de cabinet, c'est qu'on est le bras droit. C'est-à-dire que le directeur de la SDEC, il ne peut pas tout faire, donc il délègue à un directeur de cabinet dans l'ombre. Je vous renvoie à Alexis Kohler avec Macron, etc. C'est toujours les mêmes logiques. Donc imaginez un peu le personnage. Il était directeur de cabinet de l'ancien Alexandre de Marange entre 1977 et 1981. Quand Mitterrand arrive, il déboute Michel Roussin. Et ensuite, il a été directeur de cabinet de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Et là aussi, si c'est son directeur de cabinet, imaginez bien les logiques qu'il y a derrière, c'est-à-dire que c'est son bras droit et qu'il fait des choses un peu en sous-main. Et notamment, dans le cas de la mairie de Paris, ça s'est documenté par survie dans le livre Noir Chirac par François-Xavier Verschave, tout ce qui est détournement de fonds, au niveau des HLM, des constructions, où il y avait des commissions et des rétrocommissions qui étaient envoyées au RPR. Voilà, tous les réseaux Pasqua, etc. On pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais du coup, Michel Roussin, pardon, oui, je reviens, il est connu pour ce genre de pratique. Et il a un réseau parce qu'il a été aussi président de l'ancêtre du MEDEF dans la branche Afrique. Donc il connaît tous les patrons des multinationales françaises en Afrique et il a des réseaux, il a des pratiques et l'avoir dans son groupe, ça va être un avantage fondamental pour Vincent Bolloré et ça explique son déploiement ensuite en Afrique. Alors, du coup, là, ce que tu évoques, c'est une première porte d'entrée qui est la SCAC. Est-ce que tu peux resituer un petit peu, et puis après Delmas, etc. Qu'est-ce qui se cache derrière ces noms d'entreprises en termes concrets d'infrastructures, d'activités économiques, etc., notamment en Afrique? C'est quoi? Et puis après, ça évolue vers quoi? Enfin... En fait, du coup, c'est la logique de la marine marchande et de l'import-export. C'est-à-dire avoir des ports, avoir les routes qui relient à ces ports, donc des chemins de fer ou des routes terrestres, pour envoyer des camions, et donc d'acheminer des marchandises du continent vers l'Europe et l'Occident. Et en fait, c'est vraiment la logique coloniale, c'est que l'Afrique, depuis la colonisation, a été placée dans une économie coloniale, donc une économie d'exportation. Donc on extrait d'Afrique les matières premières et on les envoie à l'autre bout du monde. Et on ne cherche rien d'autre. On ne développe pas, on fait juste de l'infrastructure logistique portuaire. Et du coup, les entreprises comme la SCAT, qui sont spécialistes de ça, c'est celles qui gèrent les frais de douane et les frais de port. En sachant qu'à l'époque, et c'est peut-être toujours le cas maintenant, les frais de port, ils étaient payés en avance. Donc c'est-à-dire qu'une entreprise qui doit envoyer ses marchandises, elle sait qu'elles vont partir dans un mois, elle paye en avance. Et du coup, c'est du cash. Et donc, ça veut dire qu'au niveau de la trésorerie, c'est très avantageux quand Bolloré s'empare de la SCAT en 86. En fait, il s'empare de la banque qu'il y a derrière et de la fiscalité que ça permet d'avoir du cash, et notamment en Afrique, où dans ces années-là et toujours aujourd'hui, il y a de la corruption, il y a toujours des contreparties. Pour avoir un port, il faut soutenir l'élite locale, enfin les élites politiques locales, en contrepartie de quoi on embauche aussi des personnes au sein de ces entreprises. Et c'est ça que permet la SCAT. Et donc c'est une entreprise d'import-export. Pour faire clair, c'est-à-dire que Vincent Bolloré, par exemple, on prend le caoutchouc. Le caoutchouc est produit. Le camion qui transporte le caoutchouc jusqu'au train, c'est un camion Bolloré. Le train dans lequel monte le caoutchouc, c'est un train Bolloré. Le chemin de fer sur lequel le train est, c'est un chemin de fer Bolloré. Le port dans lequel arrive le caoutchouc, c'est un port Bolloré. Et la grue qui emmène le caoutchouc jusqu'au bateau, c'est un bateau Bolloré. Une grue Bolloré. Voilà. Ok. Et déjà, je pense que c'est un peu plus concret. Est-ce que tu peux resituer juste aussi les pays concernés? Est-ce que c'est parce que là, on comprend bien que du coup, en fait, il hérite pas du tout. Il rachète sournoisement, mais quasiment l'infrastructure coloniale française, quoi, en tout cas des bouts. Mais on parle de quel pays exactement et de, par exemple, quel port Et n'hésitez pas si, je sais pas, Mariama ou Arthur, vous avez... Alors,
il a réussi à récupérer tout ce qui était ancienne AOF, Afrique occidentale française. Donc, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Cameroun, on parle de la Guinée, notamment, pour les ports les plus rentables, et on parle aussi des affaires judiciaires que Bolloré n'arrive pas à se dépatouiller en France actuellement. Mais ça, ce sera la conclusion de notre introduction. Ok. Teaser. Non, mais super. C'est beaucoup plus. Je pense que du coup, déjà, tout le monde visualise mieux ce qui se cache entre guillemets derrière ces entreprises en termes d'activité. Moi, ce que je me représente, c'est là, je fais le lien avec entre guillemets l'actualité, mais comment il s'appelle, Donald Trump qui se bat pour ravoir le canal de Panama. En fait, c'est juste que c'est tellement un goulot d'étranglement et des trucs ouais, c'est ça, des goulots d'étranglement par lesquels toutes les ressources sont obligées de passer, de payer des taxes, etc. C'est des poules aux œufs d'or, quoi. Et donc pour une économie, héritée en tout cas qui descend d'une infrastructure coloniale, avoir les ports d'Afrique, avoir ces infrastructures logistiques, etc. C'est être au bon endroit pour pouvoir capter un maximum d'argent et faire un maximum de fric, pour le dire clairement. Je voulais juste ajouter un dernier truc par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que Bolloré a profité d'un contexte particulier des années 80-90 avec le néolibéralisme grandissant, le capitalisme mondialisé et surtout les politiques d'ajustement structurel qui ont été imposées à l'Afrique, c'est-à-dire le FMI et la Banque mondiale qui imposent aux pays africains endettés de se séparer de l'or. Mais c'est valable aussi pour la Grèce, c'est valable aussi, là on en parle, Bayrou, la France, etc. Quand un pays est endetté, il y aura toujours le FMI, la Banque mondiale qui vont lui dire vends tes biens publics, donne d'abord les infrastructures, les ports, etc. à des entreprises privées, ça va compenser ta dette, baisse les salaires, etc. Et c'est exactement ce qui a été fait en Afrique et ça n'a absolument pas résorbé la dette, ça n'a absolument pas marché. C'est juste une stratégie pour que des multinationales s'emparent de nouveaux marchés à bas coût. Et c'est totalement de ça qu'a profité Bolloré. Il faut toujours l'avoir en tête, il a profité des années 90 où les pays africains ont bradé les infrastructures portuaires et les chemins de fer et il a profité de cette aubaine. Très clair, merci. Peut-être pour terminer là-dessus, je place juste une marque et je pose une question. Est-ce que du coup, tout ce dont tu parles là, et qui je crois s'est étendu au-delà de l'Afrique, c'est ce qui s'est caché un temps derrière Bolloré Logistics? Moi, je me rappelle, je bossais dans des boîtes en stage, il fut un temps, il faut faire envoyer ça à tel endroit, passe par Bolloré Logistics. Enfin, pour n'importe où, n'importe quoi, c'était quasiment automatique, quoi. Est-ce que c'est bien ça dont on parle? C'est exactement ça, oui. Ok, très bien. Merci, Arthur. Donc on a l'impression qu'il y a une grosse partie de l'empire colonial, au moins, qui a été de l'ordre de la logistique en Afrique. Est-ce que c'est tout? Je crois pas. Il y a plein d'autres dimensions à cet empire. Et est-ce que, Lola, tu peux justement nous en parler? Tu l'évoquais déjà tout à l'heure. Oui, bien sûr. Donc, en effet, quand Bolloré a vendu tout son empire logistique africain et ses ports et toutes les infrastructures routières et ferroviaires, il y a beaucoup de médias qui ont titré, comme on le disait, Bolloré quitte l'Afrique. Donc il y a un peu cet imaginaire-là qui est présent. Alors vous qui êtes ici, j'imagine que vous savez plus ou moins que c'est pas le cas, mais moi ce dont je vais vous parler, c'est tout son empire agro-industriel. Et donc ici, on voit qu'il s'accapare l'île du Loc dans le Finistère. Et malheureusement, c'est pas les seules terres dont il s'accapare. Et il s'accapare des centaines de milliers d'hectares de terres en Afrique et en Asie. Et donc, je vais essayer de vous illustrer concrètement quelles conséquences ça a sur les riverains riveraines de ces plantations et notamment sur les femmes. Donc voilà. Bolloré, il est présent donc dans 10 pays d'Afrique à travers ce groupe qui s'appelle Socfin, qui est un groupe agro-industriel qui produit deux choses. Enfin, il cultive en fait des monocultures de palmiers à huile. Ça, c'est pour faire de l'huile de palme. Et DVA, c'est un arbre qui permet de faire ensuite du caoutchouc. Donc, c'est des immenses monocultures. Donc, voilà, système plantationnaire tout à fait aussi colonial. Et donc, il est présent notamment au Cameroun. Au total, c'est 191 000 hectares de terre qu'il possède. Donc c'est des surfaces tellement gigantesques que c'est difficile de se représenter pour moi, des chiffres titanesques. Et au Cameroun, donc ça a commencé en 2000.
En fait, les plantations, les monocultures de palmiers à huile, c'était dès les années, fin des années 60, 1968. C'est d'abord l'État camerounais qui a planté ces palmiers à huile, et c'est dans les années 2000 que l'État a privatisé cette entreprise qui s'appelait la Socapalm au groupe Socfin, qui appartient donc à Bolloré. Bolloré possède 39% des parts, pour vous donner un aperçu. Donc c'est le deuxième actionnaire, c'est un des principaux actionnaires. Et il a été dans le conseil d'administration donc pendant des années. Il est complètement décisionnaire sur cette multinationale. Et donc voilà, dans les années 2000, l'État a concédé 76 000 hectares de terre rien qu'au Cameroun. Donc c'est gigantesque. Quand on parle d'accaparement en France, des actions de la Confédération paysanne, là c'était sur 2000 hectares, c'est déjà énorme, mais 76 000 hectares pour juste une entreprise, c'est juste immense. Et donc tous ces hectares n'étaient pas exploités. Au fur et à mesure, ils ont continué, là, depuis la vingtaine d'années, à agrandir les plantations et donc à expulser en gros des paysans de leurs terres. Souvent, en tout cas moi j'ai eu des témoignages de paysans, paysannes expulsés sans aucune compensation, qui se retrouvent juste sans aucun moyen de subsistance. Et donc moi, ce sur quoi je voulais insister, il y aurait énormément de choses à dire sur les conséquences de la monoculture de palmiers à huile, d'un point de vue de la déforestation, d'un point de vue des ravages écologiques, des pollutions que ça engendre, du point de vue de l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. J'ai eu pas le temps de développer tout ça et j'ai choisi un angle très spécifique, mais voilà, il y a aussi tout un des ravages autres dont je vais pas parler. Moi, j'ai voulu parler de la double peine qui est infligée aux femmes qui ont perdu leurs terres là-bas, puisque non seulement elles ont donc la violence de l'accaparement des terres, et en plus elles doivent subir des violences sexuelles et sexistes. Et je vais essayer de vous expliquer ce lien. Donc en fait, en s'agrandissant, les femmes, elles ont perdu, comme je disais, tout ce qui leur permettait de vivre, puisque là-bas, les riveraines des plantations, elles étaient la cueillette dans la forêt, à la fois pour se nourrir, mais aussi pour se soigner avec les plantes médicinales. Avec les pesticides, toutes ces plantes ont disparu en grande majorité. Elles vivaient de la pêche, les rivières sont complètement polluées, donc on n'a plus de poissons. Elles vivaient évidemment de leur agriculture et de la vente au marché de leur production. Et sans terre, ce n'est plus possible. Donc elles se retrouvent dans une situation vraiment de misère, alors qu'elles étaient autonomes avant. Elles se retrouvent, moi les femmes que j'ai eues au téléphone et qui m'ont montré leur vie étaient vraiment désespérées. On peut, je pense, clairement dire ça. Elles se sentaient complètement assujetties aux blancs, comme elles disent. Donc voilà. Et du coup, elles doivent elles doivent parcourir des distances toujours plus longues pour essayer quand même de survivre. Donc soit d'aller cultiver des champs qui sont dans des villages voisins qui, heureusement, mettent à dispo des terres, ou de glaner en forêt les quelques produits ligneux qu'elles trouvent. Et sauf que quand elles traversent les plantations, et qu'elles sont surprises sur les plantations de Socfin Bolloré, elles prennent des risques énormes et c'est très fréquent qu'elles se font violer ou qu'elles subissent des agressions sexuelles. Donc j'ai un peu envie de vous partager un témoignage, mais ça peut raviver des traumas, donc je préfère prévenir si dans la salle des personnes veulent sortir et revenir dans 10 minutes. C'est tout à fait possible. Mais je voudrais vous mettre des noms derrière ça parce que c'est des personnes qui sont concernées très concrètement. Et donc là, j'en ai eu plein des témoignages. Malheureusement, c'est vraiment pas un cas isolé, mais je voulais vous parler d'Agnès, qui a 46 ans, qui vit donc à côté de la plantation d'EDA, donc c'est plutôt à l'ouest du Cameroun, et qui avait traversé la plantation pour aller chercher des noix plus loin dans un village lointain, et qui s'est fait surprendre par deux vigiles. Et elle m'a raconté qu'ils avaient une machette à la main et ils lui ont demandé de l'argent, elle n'en avait pas, et donc à la place ils lui ont demandé un rapport sexuel, elle a refusé, et ils ont insisté, ils l'ont menacé, ils ont commencé à soulever leur machette, ils lui ont dit, je ne sais plus si j'ai la citation, mais ils lui ont ordonné de se déshabiller, et elle a encore refusé, donc ils ont essayé de lui taper avec la machette, elle a réussi
devait être très forte, a évité la machette et ça a coupé, ça a juste blessé à la jambe. Elle a négocié pour avoir juste le temps de faire une prière. Ensuite, ils ont essayé de la tuer. Elle a réussi à esquiver le premier coup. Ils ont retenté. Elle a encore réussi à esquiver. Elle a réussi à s'enfuir. Et voilà. Après, elle a appelé son mari, les amis du village qui ont essayé de rechercher ces vigiles qui avaient complètement disparu. Et donc elle a survécu. Elle a appelé la Socapalm, donc qui est la filiale, une des filiales camerounaises de Socfin, qui n'a mené aucune enquête, qui n'a absolument rien fait suite à ça. Et voilà. Et ça, c'est malheureusement fréquent. Là, elle a réussi, heureusement, à s'en échapper indemne, mais des viols qui se passent concrètement. J'ai eu plein de témoignages. En gros, les femmes de là-bas, de la plantation d'EDA, me disent soit on t'attrape, soit on t'amène, soit on te viole, soit on t'amène, si tu ne te fais pas violer, en prison. Et là, tu dois payer des amendes énormes parce que voilà, ils accusent les femmes de voler les noix de la plantation. Donc c'est de ces violences-là dont je voulais parler parce que je pense qu'elles sont assez invisibles et ça montre bien comment l'exploitation, qu'elle soit coloniale, l'exploitation de la terre et l'exploitation des corps des femmes, elle est très clairement liée. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la même cause. Et si les femmes elles traversent, l'idée c'est pas de mettre la responsabilité. C'est bien parce qu'elles ont plus de terre et donc c'est pour ça qu'elles se retrouvent à devoir subir toutes ces violences. Voilà, il y a des rapports, je suis pas la seule à l'avoir dit, il y a des rapports récemment, c'est un peu nouveau quand même que des rapports aient pu confirmer, attester ces cas de violence, mais je vous invite, si vous voulez les sources, à aller voir dans la revue Silence ou sur le site, il y a voilà, plusieurs rapports qui attestent de ça. Et en plus d'être privées de leurs moyens de subsistance, on leur prive aussi, quand elles cherchent à s'organiser pour retrouver de l'autonomie malgré tout ça, on leur empêche. Et donc là, on m'a raconté que c'était à travers une association. Donc c'est toujours près de la plantation d'EDA. Elles se sont organisées avec une association. Elles avaient réussi à trouver, avec leurs maigres moyens, les moyens d'acheter un moulin collectivement. Donc un moulin pour presser les noix, pour faire de l'huile elles-mêmes. Et elles avaient acheté des noix pour pouvoir justement produire leur huile. Et là, la gendarmerie a débarqué avec la société Socapalm, donc Socfin, et leur a confisqué leur moulin et leur a confisqué tout leur tonnes de noix qu'elles avaient réussi à acheter avec leur maigre économie, tout ce qu'elles avaient réussi à avoir. Et sans aucune raison, c'était très clair que c'était pas des noix volées parce qu'elles ressemblent pas aux noix de la Socapalm, tout ça. Et elles ont porté plainte contre ça. L'affaire a été classée sans suite. Donc juste, on leur empêche en plus tout moyen d'être autonome. Et qui est une violence supplémentaire qu'elles subissent. Je voulais pas en rester là parce que à la fois, moi ces témoignages ils m'ont quand même bouleversée quand on a ces femmes même de loin qui te racontent ça, qui te racontent que leurs filles se font violer, qu'elles aussi, que c'est complètement banal, malheureusement généralisé en tout cas là-bas. Mais j'ai été aussi assez impressionnée par leur détermination, qui est malheureusement sûrement une détermination t'as plus rien à perdre parce qu'elles sont quand même dans une grande misère, et leur courage. Donc déjà de témoigner à visage découvert avec leur nom, c'est extrêmement courageux puisque évidemment c'est très difficile de parler de ça. Mais aussi, elles luttent depuis des années pour se réapproprier leur terre. Donc elles ont tout essayé, les pétitions, les manifestations, les lettres au ministre, tout ce qu'on peut imaginer comme mode d'action, jusqu'au blocage des chantiers. Depuis 2-3 ans, elles luttent. En fait, elles ont une revendication qui est très simple, qui est d'avoir accès à un espace vital. Donc, en fait, dans le bail, parce que Socfin au Cameroun, la Socapalm loue des terres à l'État, et il y a quand même un bail qui encadre ça, qui dit que les populations doivent avoir 250 hectares d'espace vital pour pouvoir survivre. Et ça, c'est, d'après elles, pas du tout respecté, d'après les riverains et riveraines. Et donc, elles demandent juste l'accord le respect de ce bail et d'avoir accès à cet espace. Et donc, là, il se trouve que tous les 30 ans, il faut renouveler les plantations de palmiers parce qu'ils deviennent plus assez productifs pour cette société. Donc, ils ont rasé des palmiers et ils veulent en planter des nouveaux. Et elles ont dit, bah non, ces 250 hectares que vous voulez replanter, ils doivent nous revenir.
donc vous ne replanterez pas ici. Et donc elles ont essayé depuis quelques années là, de bloquer les chantiers, elles ont réussi à le retarder. Il y a le préfet qui a suspendu les travaux un temps, mais on le sait bien ici, généralement les entreprises ne respectent pas trop ces trucs-là, et donc ils ont continué les chantiers. Et là, en janvier, elles se sont dit, c'est comme ça, on va reprendre nous-mêmes nos terres, puisqu'on n'est clairement pas entendu. Et donc, elles ont fait une action d'occupation de cet espace. Elles ont remis en culture ce terrain qui allait où Socapan voulait replanter des palmiers. Elles ont commencé à planter du manioc, des bananes plantains, ce qu'elles ont besoin pour subvenir à leurs besoins. Et donc, voilà, ça avait l'air super beau. Enfin, faut voir imaginez les vidéos de là-bas aussi. Elles sont avec leur foulard rouge. Quand elles bloquent le chantier, elles étaient aussi en train de danser. Enfin, elles ont aussi une force qui est, je trouve, de joie malgré toute cette violence, dans toute cette violence. Et évidemment, vous vous en doutez sûrement, mais elles ont subi la répression derrière et Socapan ne les a pas laissées reprendre leur terre comme ça. Donc là, elles ont eu la police, les militaires qui sont venus, des menaces, un huissier qui a menacé la présidente de 3 ans d'emprisonnement. Et donc là, elles sont encore, j'ai pas réussi à avoir des nouvelles les plus récentes, mais ce qui est clair, c'est qu'elles sont en pleine... qu'elles subissent la répression de plein fouet et qu'elles n'ont pas d'argent pour payer des avocats, donc c'est très compliqué pour elles de se défendre. Voilà. Mais là, j'ai voulu vous parler très concrètement des premières concernées, d'essayer le mieux possible de transmettre leurs paroles. Il faut savoir que ça s'organise à la fois au niveau très local, comme je vous ai donné des exemples, mais aussi à différentes échelles. Tous ces collectifs de riverains-riveraines s'organisent aussi à l'échelle du Cameroun, à travers une association. Et 5, ce qui est assez stylé aussi, 5 pays où il y a des plantations Socfin se sont réussi à se mettre en lien à travers l'Alliance transnationale des riverains-riveraines de Socfin Bolloré. Et depuis 2012, cette alliance lutte pour défendre leurs droits et justement demander notamment l'accès à cet espace vital et la fin des violences faites aux femmes, évidemment. Et donc, il y a aussi des organisations françaises ou internationales qui travaillent avec cette alliance pour soutenir, comme React Transnational, dont je parle un peu dans le dossier. Je pense que Survie, vous devez être aussi très en lien avec cette alliance. Et donc, je pense que Levons les voiles ou toute autre organisation antifasciste qui veut aussi soutenir cette lutte-là peut prendre contact avec cette organisation qui, on pourra parler de mode d'action, mais là qui cherche, après avoir essayé de négocier avec Bolloré pendant plusieurs années sans succès, il cherche à faire pression sur les clients de Socfin pour couper les vivres à Socfin, et en pensant que ça a sûrement un peu plus d'impact. Voilà. Merci beaucoup pour effectivement ce rapport de témoignage, etc. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux redire le nom de l'alliance entre les différentes associations de riverains-riveraines pour que tout le monde l'ait en tête? L'Alliance transnationale des riverains des plantations Socfin Bolloré. Et voilà, je peux vous donner des contacts. Je pense qu'il y a leur contact aussi dans le dossier, donc sur le site internet de Silence, vous le trouvez. Très bien, en tout cas c'est facile à retenir. Merci beaucoup. Donc on est passé rapidement sur un épisode, mais ça a été un empire logistique, ça n'a pas été qu'un empire logistique, c'est aussi un empire agro-industriel depuis très longtemps. Vraiment, on retrouve toutes les dimensions possibles et imaginables des colonies, quoi, c'est super. Et il y a effectivement un espèce d'événement, je ne sais plus quand est-ce que vous pouvez me redire quand Bolloré Logistique a été revendu pour la modique somme de 5,7 milliards d'euros? Oui, du coup c'est durant le Covid. Okay. Donc en fait... on n'a pas vécu le même confinement. Oh, non, c'est ça. Oui, parce que 5,7 milliards, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire que Bolloré Logistics était concurrencé par des groupes, que ce soit moyen-orientaux ou asiatiques, dans l'import-export. Donc Bolloré
en plus des procès, parce qu'on va en reparler, mais il y a eu des procès sur des concessions portuaires qui auraient été cédées avec des soupçons de corruption. Je mets du conditionnel parce que voilà, mais il y a des procès en cours. Et on peut même dire que c'est vrai parce qu'il a avoué, c'est-à-dire devant le parquet national financier, il a reconnu qu'il était coupable de corruption. Sauf que la juge lui a dit qu'il n'allait pas sortir comme ça et qu'elle allait demander une audience publique. Parce que c'était dans une audience privée, il comptait payer une amende de 300 000 euros et s'en tirer comme ça en avouant. Et elle lui a dit, en fait non. Et du coup, elle lui propose une amende de 12 millions d'euros et une audience publique. Donc ça, on va suivre. Mais concrètement, il a déjà dit oui. Donc il y a un truc de corruption. Et du coup, donc, il y avait d'autres entreprises qui commençait à s'intéresser à l'import-export en Afrique. Il a senti que le vent tournait, il a senti qu'il y avait des procès qui commençaient à monter, donc il s'est dit qu'il allait s'en débarrasser le plus vite possible. Et le Covid a permis de faire monter les enchères. Donc un groupe qui coûtait 3 milliards, il a réussi, enfin à peu près, il a réussi à le vendre 5,7 milliards. Donc ça vous montre encore une fois voilà, l'habitude qu'il a de faire des plus-values sur des choses qui valent un peu moins. Et il a vendu ça au groupe MSC. Donc c'est un groupe italo-suisse dont Alexis Kohler est en lien puisque c'est le cousin de la famille MSC, et ce qui explique aussi des relations par rapport à l'Élysée fluctueuses. Enfin, je ne sais pas si tu veux. Alors, ce matin, vous aviez Jean-Baptiste Rivoire, si mes souvenirs sont exacts. Je crois qu'il était prévu, mais que finalement il n'est pas venu. Sauf je n'étais pas à la Alors table. voilà, il était prévu qu'il vienne. Il a fait une excellente vidéo dans Off Investigation qui s'appelle L'affaire Kohler, qui explique bien ce qu'est MSC. Donc je vous conseille d'aller le voir. Elle est en accès libre. Donc l'affaire Kohler, qui est un must, c'est dans la série Emmanuel Macron, un homme d'affaires S à l'Élysée. Voilà. Donc c'était le premier épisode. Donc pour en revenir à Socfin, le deuxième actionnaire, c'est Hubert Fabry. Et Socfin est immatriculé au Luxembourg. Ceci explique l'impunité des poursuites contre Socfin jusqu'à ce jour. Parce que le Luxembourg est un paradis fiscal au cœur de l'Europe, membre fondateur de l'Union européenne. Donc il est très difficile d'obtenir des informations bancaires et sociétales sur Socfin. Il est très difficile d'obtenir que M. Fabry se présente devant la justice quand il est poursuivi. Ça lui est arrivé. Donc, Bolloré a toujours dit qu'il n'était pas l'actionnaire principal, donc il se défausse, alors qu'on sait que Bolloré est au conseil d'administration et qu'il donne des ordres dans Socfin. Donc, tout ce que vivent ces femmes, tout ce que vivent ces riverains, M. Bolloré est derrière. Donc levons les voiles là-dessus. Vraiment. Alors, en 2000, deux journalistes, Renaud Lecadre et Madame Rollin, ont écrit un excellent livre sur Bolloré. Je vous conseille d'essayer de l'obtenir, qui s'appelle Vincent Bolloré, un capitaliste au-dessus de tout soupçon. Qui explique bien la genèse de Vincent Bolloré. À l'époque, on pouvait encore écrire sur Bolloré sans qu'il vous fasse de procès. Donc, 10 ans plus tard, pour Vincent Tout-Puissant, ça a été autre chose pour Guillaume Canet et Nicolas Vescovaci, qui ont obtenu une relaxe, mais ils avaient une amende démesurée. C'était quelque chose comme 700 000 euros par question, et ils avaient envoyé cette question à l'Empire Bolloré. Voilà, il faut le savoir. Donc, nous avons, en 2000, sorti un dossier noir. C'est la spécialité de Survie. C'est de faire des dossiers noirs chaque année sur des thèmes ou sur des sociétés. Et en 2000, le dossier noir numéro 15 avait comme titre « Bolloré : monopole, service compris, tentacule africaine ». Il est épuisé. J'en ai apporté quelques exemplaires si vous voulez le feuilleter. Vous pouvez vous le passer ici. Mais nous allons le remettre à jour et à disposition du public pour que les racines africaines de l'Empire Bolloré soient à la disposition de tout le monde. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que Bolloré, c'est un empire financier opaque. Même son île, elle est immatriculée dans les paradis fiscaux. Donc, oui. Ici, il n'a pas choisi une île par hasard. Ce n'est pas pour la beauté de l'île. C'est parce que ça permet d'avoir une opacité. Donc, opacité et paradis fiscaux vont de pair.
Donc nous avons ramené de la littérature et bien sûr notre ami d'attaque expliquera bien en conclusion ce qu'il faut retenir sur les paradis fiscaux. Il faut savoir que toutes les transactions, toutes les scissions d'entreprises sont passées par les paradis fiscaux. Donc il est extrêmement difficile d'avoir une cartographie de Bolloré. Nous avons essayé de le faire en 2000 et depuis, l'Observatoire des multinationales et Attaque s'y sont pris, mais ça leur a pris beaucoup de temps. Quiconque veut essayer de cartographier l'empire Bolloré se cassera les dents parce qu'il y a les paradis fiscaux et les paradis fiscaux avec les holdings et les sociétés écrans, c'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas d'informations qui remontent à la surface. Donc, Bolloré a cédé en quatre entités Vivendi, qui lui a permis de mettre la main sur les médias et notamment Canal+. Donc c'est avec de l'argent qui vient d'Afrique. Avec l'argent qui vient d'Afrique, Bolloré a créé ou acheté des médias qui instaurent un climat d'extrême droite dans le monde entier. Parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'il a des médias. Il a des partenariats avec plusieurs pays africains. Il a une filiale Havas qui fait de la publicité au chef d'État parce que c'est du capitalisme de connivence qui est à la base de sa fortune. Et récemment, nous avons appris qu'il va acquérir une multinationale sud-africaine, MultiChoice, qui est une plateforme très demandée, qui a été très disputée. Donc nous suivons ceci parce que ce n'est pas bon signe pour la démocratie et ce n'est pas bon signe pour la liberté de la presse. Donc, Bolloré, c'est aussi et surtout les médias. Donc, il y a un livre, je ne sais pas si tu peux le présenter. Ah oui. Qui revient sur l'ascension de Bolloré dans Vivendi. Et tout le monde a à l'esprit la fin des Guignols de l'info, mais ça a été beaucoup plus dur. Ça a été le licenciement de toute la rédaction qui faisait des enquêtes, et notamment, je pense à une enquête de 90 minutes sur le Crédit Mutuel, qui est une des banques qui a supporté Bolloré, et pas n'importe quelle banque. Elle l'a aidé dans une guerre civile, et tu vas en parler, Arthur. Voilà. Le Congo, la région des Grands Lacs, donc il y a eu beaucoup d'exactions et beaucoup de prédations dans cette région des Grands Lacs, et Bolloré a fait partie des acteurs principaux de cette guerre. Nous avons apporté le dossier noir qui s'y réfère, c'est l'envers de la dette, qui est ici, ou ici, quelque part par là, mais vous pouvez le consulter, et il n'est pas épuisé, vous pourrez l'acquérir sans problème. Donc, Bolloré, c'est un prédateur de la presse, mais ça a été un prédateur pour l'Afrique, et il a du sang sur les mains. Et on remercie les organisateurs de ces journées de nous permettre de le dire et de vous présenter cette réalité sombre de la face de M. Bolloré. Merci beaucoup. À vous. Effectivement, tout est dit, c'est quelque chose d'opaque, donc il faut lever les voiles, il faut en parler, il faut le visibiliser, et c'est ce qu'on essaie de faire là aujourd'hui. Est-ce que Arthur, tu veux revenir un peu plus en détail sur les nouveaux futurs enjeux? On a évoqué multi-choice, mais je ne sais pas si pour tout le monde ça veut dire quelque chose, etc. Ou est-ce que tu veux préciser plutôt des enjeux, je ne sais pas, de mainmise financière sur des guerres locales, je précise. Enfin, aujourd'hui, ça donne quoi Bolloré en Afrique, maintenant que certes Bolloré Logistique n'est plus là, mais les exploitations tournent encore via la SOCFIN, pardon. Et par ailleurs, voilà, ce qui se passe en France sur les médias ne se passe pas qu'en France. Oui, et en fait, c'est dans la logique de ce que j'expliquais tout à l'heure sur ils s'autofinancent. Ils ne veulent plus faire appel à des banques extérieures. Ils créent des holdings pour
être autosuffisant dans son entreprise de destruction, on pourrait dire. Et du coup, là, c'est exactement ce qui s'est passé avec la vente d'MSC. Comme il s'est fait 5,7 milliards, ces 5,7 milliards vont lui servir à acquérir de nouvelles choses et dans de nouveaux secteurs. Parce que ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que c'est pas un industriel comme les autres. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à une entreprise par rapport aux produits qu'elle fait. Et en fait, ça peut être n'importe quoi. Enfin là, il s'est intéressé au caoutchouc, il s'est intéressé au tabac, il s'est intéressé sa famille dans le papier. Après l'import-export, mais lui, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est plutôt grossir de plus en plus, peu importe quel sera le produit. Et là, sa nouvelle acquisition, c'est les médias. Et pourquoi c'est les médias? C'est parce que ça permet d'avoir de l'influence dans les réseaux politiques et économiques et de grossir encore plus. Je pense qu'il a compris cette manne de propagande. Et dans le cas de l'Afrique, donc là on a dit oui, Bolloré est parti d'Afrique, il a vendu Bolloré Logistique, mais en fait pas du tout, parce que comme l'a rappelé Mariama, Canal+ est déjà implanté en Afrique, c'est la première chaîne francophone payante d'Afrique, et il a essayé de s'accaparer, et ça a été acté il y a 2 jours. Enfin, en tout cas, la première étape de l'acquisition, c'est MultiChoice, qui est une entreprise sud-africaine. Et s'il arrive à mettre la main dessus, il aurait 50 millions de personnes abonnées, voilà, dans le monde, et du coup, dont une grande partie en Afrique. Et ça, c'est plutôt dans le domaine du divertissement jusqu'à présent, donc les séries, films, etc. Il a aussi des cinémas, des salles de concert en Afrique. Mais qui nous dit qu'il ne va pas faire comme en France? Une fois qu'il passe par Canal+, et après il va aller sur des médias d'opinion et il va diffuser ses doctrines d'extrême droite. Et ça va être pareil, à mon avis, et à l'avis de toutes les personnes qui analysent ça, avec ce qu'il est en train de faire en Afrique. Merci beaucoup pour cette reprécision aussi sur les enjeux, évidemment pas que français, sur la dimension médiatique et coloniale. Et comme tu le disais très justement, Mariama, qu'est-ce que ça veut dire qu'une montée des idées de Vincent Bolloré au travers des médias africains, enfin, je veux dire, qu'il possède en Afrique? Voilà, moi-même, je ne sais même pas ce que ça peut vouloir dire, mais ça présage rien de bon, je pense, quoi. Je me dis qu'on commence à être à une petite heure de discussion, et on avait un dernier sujet qu'on voulait ouvrir ensemble, si ça vous va, qu'on passe là-dessus. C'est quels sont, depuis la France, entre guillemets, les différents leviers d'action, de mobilisation, de je ne sais quoi, qu'on a face à tout ce que vous venez de nous décrire, qui peut nous paraître insaisissable, qui peut nous paraître ô combien détestable, horrible, etc. Est-ce qu'on peut agir concrètement, et si oui, par quels divers leviers? Je ne sais pas si on revient sur restitution pour l'Afrique d'abord, ou si, est-ce que Laurine, tu veux ouvrir ce panel? Est-ce que Mariama? Ouais. Ah, qui donc? Trop de politesse. Pardon, on s'organise. Justement, il s'agit d'organisation. On avait, avec les camarades, on avait envie de. On pourrait vite fait se laisser aller au désespoir quand on s'attaque à un tel empire, mais en fait pas du tout. D'abord, la première chose, c'est ce qu'on fait ici, en fait, aujourd'hui et demain, c'est les alliances. On avait envie de revenir sur ça, sur les cadres d'alliance. En fait, notre responsabilité, elle est évidemment collective. Et donc, il faut renforcer les alliances qu'on a et les organisations existantes. Alors celles ici présentes, bien entendu, mais bien d'autres encore. Et donc, comment on les renforce? Tout simplement, on a des exemples de mobilisation que vous avez sûrement vécu ici, parce qu'a priori, je suppose qu'on parle à des convaincus. Des exemples de mobilisation qui permettent de déployer une diversité tactique, un consensus d'action large. Et à Attaque, on pense qu'il faut aller absolument vers ça, parce que quand on s'attaque à un empire, on est un empire tel que celui de Bolloré ou les autres. On pourrait parler de ce terrain, je pense que les camarades en ont parlé ce matin. Et quand on s'attaque aussi à des empires qui vont sur le terrain des idées, sur le champ de la bataille culturelle, l'hégémonie culturelle, on n'a pas le choix d'aller déployer une diversité tactique. Si on s'attaque que par un seul angle, par un angle juridique, on reviendra tout à l'heure sur l'angle juridique qui est évidemment primordial. Si on s'attaque seulement par des plaidoyers, des pétitions, etc., on va pas y arriver. Et si on commence à réduire aussi les tactiques des uns et des unes et des autres, on n'y arrivera pas non plus. Donc il s'agit de se renforcer collectivement. Alors des cadres, on en a vu, il y en a plein qui existaient déjà. On en a vu fleurir plein depuis juin, évidemment avec la situation qu'on a vécue en France au moment des législatives. On peut s'en féliciter de la multiplication de ces cadres. On en parlait aussi tout à l'heure. Ça nous questionne, évidemment, ça nous inquiète aussi.
aussi parce qu'il y a le risque de l'épuisement et de l'éparpillement. Donc il faut se renforcer, il faut aussi se questionner collectivement sur les stratégies qu'on a à long terme et sur est-ce que les cadres ils peuvent pas se regrouper finalement. Tout à l'heure tu évoquais Que faire, que je maîtrise moins, donc je vais pas revenir dessus. Il y a le cadre territoire en résistance. À Attac, on suit de près l'Observatoire national de l'extrême droite. Enfin bon, on pourrait développer aussi là-dessus pendant des heures. Évidemment, un angle d'attaque qui est essentiel. Là, on a parlé beaucoup de l'Afrique, évidemment, et c'est normal. Et il faut qu'on aille du local à l'international. En fait, il faut qu'on se déploie d'ici jusqu'à là-bas. Une bonne tactique, c'est la remontée de filière. La remontée de filière, c'est justement commencer par faire ce qu'on fait là déjà, se former, analyser, produire des savoirs critiques, visibiliser ça, et ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est déjà un boulot immense qui en plus doit être sans cesse renouvelé, et ça c'est aussi une responsabilité collective, c'est une veille qu'on doit assumer ensemble, parce qu'en fait on s'épuise aussi, tu le disais tout à l'heure, ça nous demande beaucoup de temps à nos organisations. Une fois qu'on a fait ça, on peut mieux se déployer avec les camarades sur place. Alors à Attac et avec beaucoup Survie d'ailleurs, on le fait sur les questions d'extractivisme, beaucoup. Tout récemment, et ça dure encore malheureusement, on était sur des questions au Maroc par exemple, sur les mines de Bouazer, c'est ce qui me vient directement à l'esprit. Évidemment en Tunisie, là, dans pas longtemps, on en parlait aussi tout à l'heure, on va accueillir une délégation du 13 au 16 juin de camarades tunisiens, tunisiennes qui vont parler de néocolonialisme vert, et on est encore une fois en plein cœur du sujet, tout étant assez intimement lié. Voilà, alors évidemment sur place aussi ça passe par la défense des services publics, ou quand il n'y en a déjà plus, parce que c'est le cas malheureusement, la reconstruction, la construction de services publics de compensation, l'un n'empêchant pas l'autre. On peut défendre, selon le logiciel politique qu'on a, la défense des services, on peut défendre les services publics et construire des alternatives, et on verra après pour le reste, parce qu'on est à un seuil tellement critique en fait que je pense qu'on peut pas se permettre de faire forcément des choix à ce niveau-là. J'aime bien le slogan, on s'engueulera plus tard. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu. Et puis en fait les modes d'action, je pense que vous les avez en tête et vous les vivez, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Et je vais laisser la parole après aux camarades. J'ai dit production de savoir. Là, on a des camarades pour qui évidemment j'ai une pensée, qui sont sur l'eau, ce qui est une manière évidemment de faire de la désobéissance civile, mais de visibiliser, d'aller inquiéter. Bon voilà, il faut qu'on se déploie sur tous les champs d'action qu'on peut avoir, et surtout qu'on se laisse pas invisibiliser. Donc évidemment, j'ai pas parlé de l'angle médiatique, mais on l'a plus ou moins déjà abordé. Allez soutenir les médias indépendants qui en ont grand besoin, les assos. J'ai évoqué ce terrain, mais en fait, il déploie une vraie stratégie. C'est quelque chose qu'on aborde dans le rapport. C'est qu'en fait, souvent, on pense qu'ils sont en concurrence. En réalité, ils ne le sont pas tant que ça. En réalité, ils arrivent assez bien à se compléter et à être alliés quand ça les arrange. Et ce terrain, il arrive à aller sur un autre terrain, et d'ailleurs en collusion avec Bolloré, puisqu'ils se sont rencontrés. Il y a eu aussi, vous savez, le moment Ciotti en juin, et lui, il arrive à aller sur le terrain associatif culturel aussi, ce qui complète malheureusement pour nous fort bien avec l'attaque médiatique et le monopole médiatique de Bolloré. Bon, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Je me pose juste une mini question. Merci. Juste parce que même pour moi, entre guillemets, alors qu'on a préparé la table ronde, c'est un peu aussi, j'allais dire opaque, mais on va dire obscur. La remontée de filière, concrètement, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste quand tu dis que justement que ça vous permet de créer des liens avec le terrain, etc. Concrètement, le travail, c'est quoi ? Ouais, alors à Attac, on a la chance d'être vous verrez pourquoi je reparle là-dessus, parce qu'en fait, on est une orga inter-orga, en fait. On en parlait tout à l'heure. Survie est membre fondateur d'Attac, parmi plein d'autres orgas. Donc en fait, on a des assos, on a des collectifs, on a des syndicats, et voilà pourquoi je reviens dessus, et pourquoi c'est essentiel d'avoir des alliances, parce qu'en fait, évidemment que quand on parle de ce genre d'empire, il faut parler conditions de travail. Là, par exemple, dans les plantations, quand on parle des VA de caoutchouc, alors le complément d'enquête dont tu parlais, que j'ai vu est sinistre, il date mais il est toujours malheureusement d'actualité, et en fait quand on parle remontée de filière, tout simplement on va pouvoir aller par exemple contacter les camarades syndicalistes qui sont encore présentes malgré la répression féroce qui est là-bas, et donc aller pouvoir
par les conditions de travail et en fait jouer ensemble sur les axes juridiques, les moyens de lutte juridique qu'on a de part et d'autre. Parce qu'en fait, pour prendre un exemple précis, par exemple, je parlais des mines de Bouazer tout à l'heure qui sont donc au Maroc. En fait, ils arrivent à fonctionner par des mécanismes assez obscurs, opaques toujours, avec des sous-traitants, mais en réalité, les mines de Bouazer, c'est BMW, Renault. Donc en fait, on voit vite que quand on détricote un fil comme ça, on peut à la fois aller cibler chez nous BMW, Renault, visibiliser les liens, aller par les conditions de travail chez nous évidemment aussi, et aussi là-bas. Et donc aller cibler les failles juridiques, parce qu'en fait c'est ce qu'ils font, ils contournent tout le temps, eux ils le font très bien, ils contournent tout le temps par des niches fiscales, par des implantations diverses et variées, les cadres juridiques des pays, de nos pays, et donc il faut qu'on fasse la même chose en fait, il faut qu'on s'empare des cadres juridiques différents. Voilà, j'ai fini. Très bien, merci beaucoup. Ouais, j'allais dire, il y a effectivement un exemple concret. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu veux parler, Mariama, justement. Oui, on a une revue mensuelle, Billets d'Afrique. Tu peux présenter au public le numéro de ce mois-ci. Le voilà, il est là. C'est pas grave, il a gribouillé dessus, mais... c'est pas grave. C'est son brouillon. Et dedans, nous avons répertorié une action d'ONG africaine contre M. Bolloré. Donc, il va en parler. Il fait tout, c'est super. Il ne faut pas que je monopolise la parole trop souvent. J'ai trop tendance. Merci beaucoup. Oui, du coup, donc, je ne sais pas si tu voulais introduire... Vas-y, je t'en prie. Donc, je vais vous lire les revendications. Donc, c'est le collectif Restitution Afrique qui regroupe 11 associations au Togo, en Guinée, au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et ils accusent Bolloré de recel et de blanchiment d'actifs à propos des concessions portuaires, dont ce que je parlais tout à l'heure, acquises de manière illicite en Afrique de l'Ouest. Et je vais vous lire le passage. Le succès du groupe Bolloré a été largement attribué à des stratégies d'influence délibérées et à l'établissement de liens étroits et assumés avec les élites politiques et économiques locales. Vincent Bolloré a entretenu des relations étroites avec de nombreux responsables politiques africains et des proches de cercles du pouvoir. Et c'est ça qui est dénoncé, c'est-à-dire que dans les appels d'offres, appels à projets, ça c'est de manière totalement biaisée. Bolloré a obtenu les concessions portuaires alors que c'était pas lui qui avait la meilleure offre. Dans le livre Vincent Tout-Puissant, c'est recensé que à l'époque de Sarkozy, Nicolas Sarkozy président, parce que je ne refais pas le passif, mais ils sont très amis depuis longtemps, etc. Épisode du yacht après la victoire. Épisode du yacht. Et le Antoine Bernheim que je parlais tout à l'heure, donc c'est celui qui a permis à Bolloré de devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais c'est aussi celui qui a permis à Sarkozy de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc je veux dire, cet homme-là, il a des grandes responsabilités dans l'état de la France actuelle, mais c'est un homme de l'ombre. Et du coup, donc Sarkozy, mais même Hollande aussi, donc la pseudo-gauche, a aidé Bolloré dans certaines concessions. Et ces 11 associations estiment que c'est du coup au détriment des populations africaines et mettent Bolloré devant le tribunal. Donc on va suivre cette action et on va tout faire pour que ça aboutisse. Et si je reviens sur le sujet, parce que c'est un peu déprimant de parler de Bolloré, de parler de l'extrême droite, CNews, etc. Mais il ne faut pas oublier que le NFP est arrivé en tête aux dernières législatives, même si le président de la République n'a pas tenu compte du résultat, mais le NFP est arrivé en tête. Donc il existe une gauche dans ce pays. Cependant, il faut décoloniser cette gauche. Il faut décoloniser le narratif à gauche parce qu'il y a... Donc, y compris dans les organisations politiques et partisanes de gauche, il y a ce narratif de la France comme puissance, la France doit être présente sur plusieurs continents, la francophonie est un outil de la diplomatie. Tout cela, c'est peut-être vrai, mais à renégocier et surtout en prenant compte des relations égalitaires. Parce que jusqu'à présent, les indépendances des années 60 n'étaient pas des vraies indépendances. Les pays africains sont toujours des post-colonies, et c'est ce que j'expliquais avec l'économie coloniale de l'exportation. Donc rien n'est fait, et l'aide au développement, donc c'est dans les années 80, les pays occidentaux se sont dit tiens, on va faire de l'aide au développement. Mais en fait, l'aide au développement, elle sert à développer des infrastructures qui servent aux pays occidentaux. Quand on développe un aéroport, quand on développe un port, c'est pas pour que les populations locales elles s'en emparent, c'est parce que ça va nous permettre de faire du meilleur commerce. Donc en fait, c'est complètement détourné cette aide au développement, et ça, faut l'avoir en tête quand il y a des discours de gauche sur on va aider l'Afrique à se développer.
aider l'Afrique à se développer dans un monde capitaliste, c'est pas l'aider, c'est continuer à faire du profit sur son dos. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête dans les orgas à gauche. Et donc, voilà, c'est sensibiliser et partager ces infos. L'aide au développement, ce sont nos impôts. Il ne faut pas l'oublier. Et je voulais dire que M. Bolloré, c'est l'arbre qui cache la forêt. Toutes les compagnies qui font partie du CAC 40 ont des racines coloniales en Afrique. Donc sans l'Afrique, il n'y a pas de développement en France. Sans pillage de l'Afrique, il n'y a pas de développement en France. Donc, plus largement, il faut s'attaquer au 440 et il faut s'attaquer aux racines coloniales du 440. Merci. Je peux tenter une mini transition, si ça te va? Ou est-ce que vas-y, je t'en prie. C'était juste sur les pistes d'action. Parce que c'est très concret et c'est des choses qui ont été faites récemment, notamment. J'ai déjà parlé de ce sujet de SOCFIN, présenté mon enquête en janvier dernier à un lancement de la campagne des armées Bolloré au soulèvement de la terre, pour donner des choses, parce que je suis complètement d'accord, ça paraît gigantesque, ça paraît très loin, ça paraît difficile de savoir concrètement, de se sentir puissant et d'avoir une capacité d'agir là-dessus, mais très concrètement, moi quand j'ai demandé aux femmes riveraines des plantations qu'est-ce qu'on peut faire, elles m'ont dit deux choses. C'est financièrement, en fait, elles n'ont pas de thunes, et pour le combat, que ce soit pour s'organiser, organiser des rencontres au niveau national, local, régional, international, c'est de la logistique, vous le savez bien, on le sait bien, et donc à la fois ça et à la fois pour la défense juridique de se payer des avocats quand elles sont confisquées leurs noix et leurs moulins, quand elles sont attaquées et mettent une pression financière parce qu'elles reprennent leurs terres, elles ont besoin d'avocats. Donc c'est pour ça qu'elles ont besoin de thunes. Et les soulèvements de la terre, en janvier dernier, c'était le soulèvement de la terre Île-de-France, ont décidé spontanément, c'est pas forcément à vous de le faire ici, mais de donner une partie de leurs bénéfices de la soirée pour cet orga, ce collectif de femmes riveraines. Donc ça, c'est un moyen d'organiser des soirées de soutien. Je pense que n'importe qui peut le faire à côté de chez soi, dans un bar, dans n'importe quoi. Et évidemment soutenir les assos comme Survie, comme React Transnational qui permettent, qui soutiennent ces combats-là. Et la deuxième aspect, c'est d'en parler et d'en parler haut et fort. Donc là, on est en train de le faire, mais pour moi, en parler haut et fort, c'est pas que en table ronde, c'est d'afficher ça en fait partout dans nos mobilisations. Là, pour moi, il y a un lien qui est très clair entre l'accaparement des terres, que ce soit au Cameroun, au Libéria, au Sierra Leone et dans d'autres pays par SOCFIN, et l'accaparement de cette île au Finistère. Et donc en fait, pour moi, si ce lien il n'est pas montré, visibilisé ce week-end, on passe vraiment à côté de quelque chose. Donc je pense qu'il y a des milliards de manières d'imaginer ça. Je ne sais pas si demain il y aura une manifestation ou pas, mais en fait des slogans, des messages écrits, lancés, ça peut prendre plein de formes différentes. Et pour ça, il y a la proposition, apparemment il y a une prise de parole à 19h ce soir, qu'on puisse au moins, évidemment on ne va pas renverser l'Empire Bolloré comme ça, mais apporter de la force en fait aux femmes qui résistent là-bas et aux riverains aussi, parce que les hommes sont bien sûr aussi complètement subissent toute cette violence-là aussi, leur apporter un soutien en donnant un message très simple qui est non au replanting, qui est leur slogan là-bas. Donc évidemment on peut cacher les visages, tout ça, mais je vous invite à venir à 19h faire une petite vidéo juste d'un message qu'on pourra leur transmettre. Voilà. Carrément. Eh ben, merci beaucoup. Moi, c'était pas une transition, finalement, c'était une synthèse et ça boucle parfaitement. J'ai l'impression que ce dont on a parlé beaucoup, c'est de s'organiser collectivement là-bas, ici, et ensuite de s'entraider et de garder ces liens de solidarité, que ce soit financier, médiatique, d'information critique, etc. Et il y a un exemple finalement que je trouve assez inspirant, c'est ces femmes qui luttent là-bas, occupent les terres, etc., comme entre guillemets nous, on le fait ici, qui s'organisent ensuite à l'échelle nationale pour avoir des associations de riverains, riveraines, puis
entre pays pour avoir des transnationales associations de riverains et riveraines, j'ai l'impression que c'est aussi finalement la voie qui nous est montrée assez facile et c'est des choses évidemment auxquelles on essaye de contribuer ici et ailleurs. Je voulais redire un mini-mot effectivement sur le collectif Que faire. C'est un collectif qui s'est monté très hétéroclite, auquel ont été invités notamment les soulèvements, et c'est pour ça qu'on en a entendu parler, mais plein d'autres orgas et collectifs, partis de gauche et d'extrême gauche. Que faire face à la montée de l'extrême droite suite au résultat des élections? Ils ont ensuite organisé une espèce de grand événement à Pantin qui s'est appelé les Bourgs et les Tours, enfin l'Alliance des Bourgs et des Tours, Chiche. Et à cette occasion, il y a un certain nombre d'appels qui ont été passés à se réapproprier entre guillemets les discours localistes, régionalistes, nationalistes et internationalistes évidemment, à pas laisser tout ça partir à l'extrême droite et à faire alliance encore une fois. C'est un certain nombre d'orgas du coup nous avec qui on travaille à faire alliance, que ce soit dans le cadre de la future campagne ou de la prochaine campagne Guerre à la guerre, pour se battre contre le militarisme et le business de l'armement en France et ailleurs. Petit rendez-vous donné les 20, 21, 22 juin au Bourget, si jamais vous ne savez pas quoi faire. L'autre rendez-vous auquel je pense dans ce sens-là, de ces alliances entre, on va dire, mouvements décoloniaux, décoloniales et voilà, autres orgas qui ne se sentent peut-être pas directement concernés, mais qui peuvent très bien s'entraider et faire alliance. C'est donc la suite de Que faire, ça s'appelle Faire bloc, faire peuple. Sous-entendu, on a trouvé la solution. Enfin, la réponse, une des réponses bien sûr. Mais voilà, c'est un appel qui va pas tarder à sortir, qui est pour le 16 novembre 2025, fêter 2 anniversaires, l'anniversaire des émeutes de banlieue de 2005 et l'anniversaire des Gilets jaunes. C'est pas les mêmes années évidemment, mais ça tombe à peu près le même jour. Et donc c'est à des rassemblements partout en France pour faire bloc, faire peuple ensemble, tout entendu, toute couleur, toute identité, tout mouvement, mais pour ne pas pour résister en fait à cette extrême droite grandissante et à ces milliardaires divers et variés qui la soutiennent. Je crois qu'on peut en dire qu'on en a, sauf si vous avez un dernier mot à dire les unes, mais après on peut évidemment discuter pendant un petit temps. Il nous reste au moins une demi-heure sauf erreur avec vous le public. Est-ce que ça vous va qu'on conclue là-dessus, tous les 4? Merci beaucoup. Et déjà encore merci à vous. Ce que je propose pour les questions, si c'est possible, c'est qu'on puisse faire tourner le micro qui n'a pas de câble. Si quelqu'un peut bien faire ça. Et je ne sais pas si côté régie, ça fonctionne. C'est ce que vous avez fait ce matin. Et... Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public sur tout ça? Profitez de ce superbe panel. C'est toujours la première qui est un peu difficile à lancer. Ah, super. C'est une question où tu vas te charger de passer le micro? Ok, bah c'est déjà super. Merci beaucoup. Oui. Ouais, il y en a une là. Si ça vous va, on peut essayer d'alterner si besoin homme-femme, femme-homme. C'était au fond là, pardon. Ouais. Je ne sais pas si j'étais la première. Bonjour. Moi, ma question, ce qui m'a interpellée, c'est ce qu'il cherche à faire en rachetant des médias en Afrique du Sud, par exemple. Quelle partie de la population il veut cibler? Est-ce que c'est les afrikaners ou s'il veut diffuser des idées là-bas, quel genre d'idées il veut diffuser, quoi? Oui, je me suis peut-être mal exprimé. Donc, Multichoice, c'est une entreprise sud-africaine, mais qui est présente dans toute l'Afrique, et notamment dans l'Afrique anglophone et lusophone. Et en fait, il y a une carte qui a été faite qui montre la présence de Canal+ en Afrique, comme tu disais, de l'Ouest. Et en fait, Bolloré est présent en Afrique francophone, donc dans les anciennes colonies françaises, et Multichoice est présente
dans les anciennes colonies anglaises et portugaises. Et du coup, s'il arrive à accaparer... en fait, les deux cartes se complètent totalement quand on voit les présences, d'où le fait qu'il veut s'accaparer cette entreprise. Et le but, voilà, c'est pas uniquement en Afrique du Sud, mais c'est partout en Afrique. Là, c'est uniquement concentré sur le divertissement, mais des papiers qu'on lit à droite à gauche, il y a vraiment cette logique. S'il fait exactement ce qu'il a fait en France, ça veut dire qu'il va conforter les régimes dictatoriaux en Afrique et qui va conforter la présence française, donc modifier le narratif en disant les bienfaits du colonialisme, en fait l'Occident, regardez, ils ont apporté des choses dans nos pays, etc. Parce que les élites qui dirigent aujourd'hui l'Afrique, ce sont des élites cooptées et choisies par la France. Il y a des exemples multiples. Survie ressent ça depuis les années 80. Typiquement Omar Bongo, Paul Biya, etc., qui sont les amis des présidents et qui ont été placés là par la France. La France n'aime pas les coups d'État en Afrique quand ça va à l'encontre de ses intérêts, mais quand c'est pour ses intérêts, elle les soutient. C'est documenté. Et voilà, la crainte, c'est qu'il transforme, comme il a fait avec Canal+, il transforme une soi-disant une plateforme de streaming, de divertissement, et qui ensuite il s'accapare plein de médias en Afrique et qui du coup continue à soutenir ces régimes dictatoriaux. Oui. Est-ce que ça répond bien à la question? Super, merci. Alors peut-être nous lever la main parce qu'on voit pas grand-chose avec les spots. Ah super, pardon. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que Bolloré il est sollicité par le gouvernement français dès lors qu'il y a une décision à prendre pour un des pays d'Afrique? Très bonne question. En tout cas, j'ai l'impression que Bolloré il est plus à l'aise là-bas que notre gouvernement aujourd'hui, mais... Du coup, je monopolise la parole. Mais dans les diverses enquêtes qui ont été faites, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que s'il était que présent au sein des élites politiques africaines et politiques et économiques africaines, il aurait de l'influence, mais un peu diluée. Et s'il était présent que au sein des élites politiques et économiques françaises, inversement. Et en fait, ce qui est frappant avec Bolloré, c'est qu'il est présent dans les deux, et du coup qu'il arrive à faire jouer ses relations tout en dépend du contexte. Et est-ce qu'il sert d'intermédiaire? Enfin, pour le moment, et c'est ce qui a été marqué dans le livre, où des gens disaient Nicolas Sarkozy va se servir de Bolloré, et un cadre de Bolloré a répondu non, c'est Bolloré qui se sert de Sarkozy. Parce qu'en fait, tout ce qu'il fait derrière, et notamment dans les concessions portuaires, ça a été documenté et c'est frappant, c'est-à-dire qu'entre deux présidents, deux chefs d'État, va être autour de la table, alors qu'ils n'ont qu'une heure des fois pour se parler en tête à tête, va être présent pendant plus de 30 minutes, le cas de Bolloré, parce qu'il veut avoir un port dans ce pays-là. Et ça a été documenté, et c'est frappant. C'est-à-dire qu'il a une présence folle dans la diplomatie française, parce qu'aujourd'hui, la diplomatie française est mise au service des affaires des personnes comme Bolloré. Non, mais juste très brièvement, ce que tu dis, c'est très concrètement, parce que tu as mentionné Sarkozy, mais ça me fait penser aussi à Hollande et Paul Biya. Alpha Condé, etc. Enfin, à chaque fois, il arrive effectivement à imposer, influencer ses dossiers. Et en fait, de mémoire, Bolloré, c'est une implantation dans 80-90 pays au moins, de manière hyper visibilisée, concrète. Et donc, forcément, qu'il a une influence énorme sur la diplomatie et des liens directs avec les ambassades. Et ça vient finaliser le tableau que tu décrivais. Ça répond à la question. Trop bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question que je n'ai pas vue, qui est quelque part dans la salle? Non. Moi, j'ai une question, s'il n'y en a pas. Ah, sur l'Asie. Bah oui, c'est vrai. Je me fais le relais parce que tu n'es pas dans le micro. On a beaucoup parlé de l'Afrique, mais est-ce que vous avez les uns des autres des informations sur la présence de l'Empire Bolloré? Évidemment, pas qu'en Afrique non plus. Alors, il faut savoir qu'en Asie, c'est Socfin qui détient les plantations sur lesquelles sont implantées l'EVA, qui permet d'avoir le caoutchouc. Et les pratiques qu'il y a en Afrique sont les mêmes en Asie. Les riverains des plantations en Asie sont partie civile dans les procès contre Bolloré ici à Paris. Alors, les pays que je me rappelle, il faudrait que je me rappelle exactement les pays, mais l'Asie est représentée dans les plaintes.
Oui, je voulais juste rajouter sur cette question-là, le Michel Roustin dont je parlais tout à l'heure, il a été implanté en Birmanie et au moment où il y avait les juntes militaires. Et en fait, c'est très pratique pour une multinationale comme Bolloré d'aller dans un pays où il n'y a pas de droits sociaux, où il n'y a pas de droit du travail, pour continuer à faire des massacres et de l'exploitation de masse. Et voilà, si on peut trouver le fil conducteur de Bolloré, c'est là où il y a des dictatures, que ce soit en Afrique ou en Asie, ben, on peut être sûr qu'il n'est pas très loin. D'ailleurs, il y a un excellent chapitre dans Noir Chirac qui s'appelle Michel Roussin d'Abidjan à Conakry via Rangoon. Donc, il est partout, Michel Roussin, et notamment, il a aidé Bolloré et Total en Birmanie. C'est pour ça qu'à un moment donné, François-Xavier Verschave, le défunt président de Survie, avait intégré les informations de la Birmanie, parce qu'on ne dit pas Myanmar, on dit Birmanie, en soutien au peuple birman, dans la rubrique France-Afrique, parce que c'était les mêmes réseaux et c'était les mêmes personnes qui étaient en Afrique, dont Michel Roussin était un exemple type, le fil conducteur. Sur l'association Survie, du coup, on lutte contre le néocolonialisme partout dans le monde, mais l'association est spécifique sur l'Afrique, et il y a déjà suffisamment de recherches et de choses à faire, mais on est en soutien avec toutes les autres associations qui dénoncent le colonialisme partout dans le monde, y compris en Asie, et il y aura des associations peut-être plus spécifiques. C'est pour ça qu'on n'est peut-être pas très précis sur l'Asie, mais... Juste au risque de dire une bêtise, il y a une lutte en cours sur le même schéma que ce que tu décrivais, une lutte de paysans birmans, il me semble, qu'on commençait une action juridique mais qui a été déboutée, je crois, malheureusement. Mais en tout cas, la lutte dure toujours. Voilà. Alors, il faut savoir que quand une plainte simple est déposée et qu'elle est déboutée, il faut faire une constitution de partie civile, c'est-à-dire il faut payer de l'argent et obtenir un juge d'instruction. Et c'est apparemment dans cette voie-là que les paysans birmans contre la SOCFIN sont en train de se diriger. Mais on n'a pas de détails pour l'instant sur ce dossier. Il n'y a pas d'information qui est sortie dans la presse. Je me permets de réinsister du coup parce qu'à un moment on a failli avoir un représentant à cette table ronde de RAF, Restitution pour l'Afrique, ce qui était présenté dans le billet d'Afrique lu tout à l'heure par Arthur. Donc pour rappel, c'est cette coalition de 11 organisations d'habitants dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest qui attaquent Vincent Bolloré au parquet national financier français pour bien mal acquis et blanchiment d'argent sur ces fameux 5,7 milliards d'euros qu'il a gagné en revendant Bolloré Logistics. L'idée c'est de dire, en fait, il a vraiment fait beaucoup de thunes sur le dos des gens et des habitants et des populations en Afrique, donc rend l'argent en fait. Voilà. Et donc ça, pour le coup, effectivement, c'est comment dire, un procès, ou en tout cas une attente à Vincent Bolloré qui est en cours au parquet national financier, mais il y a pour le coup une communication qui est assez bien faite, un site, vous pouvez aller les soutenir aussi, enfin je veux dire tout ça c'est des outils et des leviers importants. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon j'en ai une dans mon sac, mais parfois il faut attendre un peu. Ouais, c'est la dernière, on me dit? Non, ça va? Ok. Vous me dites quand c'est la dernière? J'en ai juste une parce que je pense que quand on s'attaque à Bolloré, ça ne doit pas être évident. Donc je voulais savoir si vous aviez été menacé ou si vous aviez un service d'ordre ou comment vous faisiez pour vous attaquer à un gros machin comme ça. Prise d'aïkido juridique? Oui, moi je peux répondre parce que dans le dossier qu'on a fait sur Bolloré, j'ai aussi écrit un article sur les procédures Bayon. Donc c'est une méthode bien connue chez Bolloré qui a eu beaucoup recours à des attaques juridiques de journalistes ou de lanceurs et lanceuses d'alerte, donc souvent des représentants d'ONG qui informaient sur justement particulièrement son business en Afrique. Donc j'ai plus tous les chiffres en tête, mais en tout cas ouais, ça a commencé début des années 2010 ouais, avec Benoît Colomba, et donc il y a tout un tas, je te laisserai compléter si tu veux, il y a tout un tas de journalistes des grands médias, France 2, aux médias indépendants comme Bastamag, qui ont été
qui ont été attaqués en justice. Et sa méthode, en fait, c'est d'attaquer généralement pour diffamation. Des fois, il cherche d'autres modes. Mais c'est voilà, d'explorer des failles du droit pour attaquer et épuiser en fait les journalistes, puisque des procès, notamment moi j'avais interviewé Bastamag, c'est un média qui était plus petit en plus à l'époque, qui ont peu de moyens, et pour payer les avocats, pour payer des procédures en justice qui peuvent durer 5, 7, 8 ans, puisque à chaque fois il fait appel en plus, voilà, c'est énormément d'argent, de temps, et de temps qui est d'autant moins investi pour faire d'autres enquêtes et informer sur d'autres sujets. Et donc il y a aussi un effet dissuasif. Moi-même, je dois reconnaître que quand on s'est questionné à Silence sur faire un dossier Bolloré et que j'ai commencé à m'informer sur les procédures Bayon, ça fait quand même réfléchir, parce que on est un média associatif, on a très peu de thunes, on est déjà déficitaire dans notre budget, n'hésitez pas à nous soutenir. Mais clairement, je ne sais pas comment on pourrait supporter un procès. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est fait relire par des avocats. Il faut faire d'autant plus attention, vérifier d'autant plus comme on le fait. Mais là, on a en plus fait appel à des avocats qui, très généreusement, bénévolement, ont relu nos articles. Mais voilà, c'est clairement une méthode Bolloré. Alors, il a tendance à... Les procédures Bayon sont... Il a tendance à pas trop en avoir fait ces dernières années. On dirait qu'il a un peu changé de stratégie. Et notamment, sa stratégie, c'était au lieu d'attaquer... les enquêtes qui lui déplaisent, de racheter les médias, comme vous en avez parlé ce matin. Finalement, voilà, c'est plus direct. Et là, ce qu'il a fait, et Jean-Baptiste Rivoire en aurait très bien parlé, qui est aussi extrêmement inquiétant, dont je parle dans l'article, c'est qu'il a fait signer apparemment à des centaines de journalistes. C'est très opaque, encore une fois, donc c'est très difficile de pouvoir mesurer combien de journalistes sont concernés, mais ça serait plusieurs centaines. Et donc c'est tous les journalistes qui étaient dans les médias qu'il a rachetés, qui ont démissionné puisqu'ils ne pouvaient plus faire correctement leur travail avec Bolloré comme principal actionnaire, et qui ont été forcés de signer des clauses qui ont différents noms, mais clauses de non-dénigrement des fois, qui sont en gros des clauses de silence, qui sont des clauses à vie, où ils n'ont plus le droit de s'exprimer sur tout ce qui pourrait toucher atteinte à le groupe Bolloré, donc ce qui regroupe énormément de choses. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Jean-Baptiste Bivoire s'est fait attaquer en justice et a été condamné à son procès, donc il compte faire appel. Mais c'est difficile du coup de mesurer à quel point tout un tas de journalistes sont sous la pression de cette menace potentielle juridique. Alors, pour information, RSF, le réseau des journalistes, de soutien aux journalistes, avait fait un documentaire qui s'appelle B comme Bolloré, qui est en ligne sur leur site, rsf.org, où des journalistes qui avaient été attaqués dans des procédures Bayon expliquaient comment ils s'en étaient sortis. Et Jean-Baptiste Rivoire était le premier, et c'est sa déposition dans ce documentaire que Bolloré a attaqué, et il a gagné en première instance. Donc Jean-Baptiste Rivoire gère Off Investigation, donc vous pouvez aussi le soutenir, c'est un appel, parce que ses frais d'avocat vont être faramineux pour faire appel. Merci beaucoup. Je me permets juste d'ajouter un tout petit truc aussi par rapport à ta question. En fait aussi, là pour le coup, par rapport à par exemple ce que je vis moi, la meilleure protection, c'est nos organisations et nos collectifs. C'est aussi justement comme ça que c'est plus difficile de nous attaquer. Et c'est ce qu'on appelle communément le parapluie démocratique. Mais par ailleurs, il y a des statuts qui nous protègent encore faiblement, de plus en plus faiblement. Mais par exemple, pour ce qui est des syndicats, c'est quand même assez compliqué d'aller s'attaquer à des organisations syndicales parce que c'est un statut particulier. Il y a notre visibilité. Donc, par exemple, nous, on a encore une certaine visibilité. Donc, tout ça, en fait, c'est des formes de protection aussi collectives qu'on peut déployer et qu'il faut garder vraiment en tête. Tu mentionnes le mot syndicat. Je crois que les organisations de riveraines se considèrent comme des syndicats habitants. C'est évidemment l'autre branche du syndicalisme, mais qui permet aussi de se défendre depuis un autre endroit. Il y avait une main levée, mais est-ce que tu avais une question qui vient d'ailleurs ? Oui, je me fais le porte-voix des internautes qui nous suivent en direct sur la chaîne Au Poste de David Dufresne. Donc j'ai 3 questions à vous soumettre. La première, c'est comment faire en sorte que ces idées parviennent à la conscience prolétarienne ? Vaste question. La seconde, c'est est-ce qu'il est possible de faire en sorte que les demandes de procès, que les procès en Afrique
puisse être déporté dans les tribunaux français. Et la dernière, c'est quelles actions concrètes seraient indispensables pour le contrer, je pense que le c'est Bolloré, et en soulignant le boycott comme une idée possible. La première, j'ai l'impression qu'il y a un peu casse-gueule, mais est-ce que quelqu'un a une réponse à apporter? Non, j'ai pas la réponse, mais en fait, oui, c'est casse-gueule comme question, c'est très large. Mais moi, ça m'a fait revenir en tête l'histoire de Bolloré. Et en fait, tout à l'heure, je parlais de diversité tactique à déployer. Et ça fait le lien, je pense, avec les deux autres questions. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'autre moyen que répondre par cette diversité tactique. Et donc, entre autres, répondre par les premières concernées, à chaque fois celles qui subissent le plus les attaques de Bolloré. Donc, évidemment, on a parlé beaucoup des colonisés, et en fait, plus largement, les travailleurs et les travailleuses. Et donc, moi, je me rappelle du début de l'histoire de Bolloré, en fait, quand il a récupéré la fameuse papeterie, là, en fait, ce qu'il a commencé par faire, parce que ça, il le dit jamais, il parle tout le temps de son origine finistérienne, mais c'est commencer par imposer une réduction de salaire à tous les travailleurs. Voilà, il a commencé par un chantage direct. Et ça, je pense qu'il faut le dire partout. Et donc, pour répondre aux camarades qui posent cette question, je pense que tout ça, ça passe par la diversité tactique et la formation collective et la diffusion d'infos. Et on a la chance d'avoir des camarades journalistes, des médias indépendants qui se battent pour ça. Et puis, faut les soutenir. Et voilà, moi, je vois ce moyen-là, en tout cas. On est d'accord. J'ai pas du tout de réponse à la question, mais je me permets de témoigner d'une altercation il y a quelques jours à l'entrée du village antifasciste avec sûrement un voisin convaincu que, mais en fait, Bolloré, c'est quand même un super bon papa pour les Bretons. Il est venu sauver les gens de la misère, offrir de l'emploi gracieusement. Enfin, je veux dire, il y a tout un espèce de mythe et qui, pour le coup, je pense, a été bien martelé partout et donc a bien diffusé partout. Là, je pense que toutes et tous ici présents, on a autant de clés, que ce soit ce matin, aujourd'hui, ou qu'on en aura peut-être, sûrement à la 3e table ronde après, pour justement démolir ce mythe, quoi. En fait, c'est pas du tout ça. On voit bien, il est finistérien comme moi, je suis. Non, je vais pas finir cette phrase. Mais par exemple, ses actifs sont pas du tout ici, ils sont au Luxembourg. Son empire industriel, médiatique, il n'est pas qu'en France, il est aussi ailleurs. Ses velléités de pouvoir et ses réseaux, ils sont ici et partout. Et en fait, ils sont à l'échelle nationale, bien plus que. Alors évidemment, au local, on voit bien qu'il a des sbires. Mais ce que je veux dire, c'est que faut vraiment s'attaquer à ça et pas hésiter à le faire. J'allais dire au PMU, je caricature, mais en tout cas là c'était vraiment une discussion de PMU et c'était très intéressant, je pense, aussi pour quelqu'un comme ça qui a ce mythe en tête, pour cette personne qui était là à nous dire c'est pas bien, faut défendre ce bon vieux Bolloré, il fait des trucs super, et d'avoir une contradiction en fait et un certain nombre d'éléments et voilà, de nourrir ça et de continuer à défaire le mythe qu'il a réussi à bien installer dans la tête de pas mal de personnes, notamment en Bretagne. Mais pas que, en France. Est-ce que vous aviez d'autres éléments sur comment faire arriver ces idées dans la je sais plus comment, frange prolétarienne? Soutenir les médias indépendants. Il y a beaucoup de médias indépendants qui osent s'attaquer à Bolloré. Je parlais du cas de Jean-Baptiste Rivoire, mais il n'y a pas que. Il y a Les Jours qui a sorti une information essentielle sur Bolloré il y a 2 jours, justement. Les Jours, c'est un journal en ligne fait par les anciens de Libération qui sont partis de Libération parce qu'ils étaient rachetés. Il y a beaucoup de journaux indépendants et de journaux résistants. Donc, plutôt que de regarder ces news, regardons les chaînes indépendantes, soutenons les journaux indépendants. Souvent, c'est le prix d'un café tous les jours. Et la revue Silence existe depuis 40 ans. L'association Survie existe depuis 84. Attaque depuis 99. Donc, soutenez les gens qui sont contre Bolloré, et vous verrez, comme dirait un cinéaste célèbre au discours des Césars, à la fin, c'est nous qui gagnerons.
Oui, je vais dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est nous on fait de la sensibilisation, on fait des interventions, de l'éducation populaire, on fait des conférences dans les facs, etc. Mais on a besoin de monde, donc venez militer. Voilà, je prêche pour la paroisse, mais survie à des groupes locaux partout en France. Mais au-delà de survie, toutes les organisations qui justement, il faut diffuser ces informations, il faut transmettre et il faut partager. Et donc ça passe par des procédés de sensibilisation, éducation populaire, etc. Ouais, c'est le moment autopromotion, donc non, mais c'est clair que oui, les médias indépendants, en tout cas Silence, on a besoin d'argent. Il n'y a pas que Silence, et je pense peut-être que vous êtes déjà à lire des médias indépendants, à regarder, mais en fait c'est aussi d'en parler à vos proches, de les inciter, de leur offrir un abonnement pour leur anniversaire. Pour nous, c'est les abonnements concrètement qui nous font vivre. D'autres médias passent par des dons, mais pour Noël, pour vos anniversaires, d'offrir des revues. Et là, en termes d'éducation populaire, on a cherché, une revue papier, on a conscience que beaucoup de gens n'ont plus l'habitude de le faire, mais on a cherché justement à comment rendre visible facilement cet empire à travers un travail d'illustration. Et donc, à la limite, je veux bien que tu le tiennes. Et justement, c'est très connu son empire médiatique, donc évidemment on voulait le mettre en lumière. On l'a représenté, tout son empire édition, média, et aussi sa présence en Afrique avec un code couleur qui montre très clairement que l'Afrique il y est toujours, mais aussi de montrer tout le reste qui est moins connu. Et donc l'empire à la fois logistique, dont on n'a pas parlé là, mais industriel, avec tout ce qui est pétrole, et avec les usines qui sont très près, batteries, films plastiques, des trucs de surveillance aux frontières, des choses complètement horribles qui vont très bien quand on voit très cohérent finalement avec son idéologie de s'accaparer les richesses de l'Afrique, diffuser des idées d'extrême droite et après mettre des frontières et des modes de surveillance complètement horribles pour fermer les frontières. Et l'agro-industrie dont je parlais. Et en fait, je trouve que ce dessin, il représente vraiment tout ça, et il essaye de citer un maximum. Alors on ne peut pas être exhaustif, notamment sur la partie média, mais tout un tas de maisons d'édition, mais aussi de salles de cinéma, de salles de spectacle, de marques alimentaires, de jeux vidéo, de labels de musique, pour essayer de très concrètement dans la vie des gens, on parlait de boycott, mais qu'au moins on puisse se rendre compte. Je pense qu'ici vous avez peut-être entendu que Relais dans toutes les gares c'est Bolloré, mais voilà, qu'on puisse voir l'Olympia, la salle de concert c'est aussi Bolloré, et d'essayer de diffuser. Je pense que cette affiche elle coûte vraiment pas très cher, de la propager partout. Ça permet il y en a de visibiliser ça. Le truc que j'ai oublié de dire, et on en parle en plus donc j'en profite, mais c'est que des médias indépendants, il y en a aussi des super au sein du mouvement décolonial qui font un travail incroyable de vulgarisation, d'éducation populaire sur le sujet. Le premier avec lequel on a réussi à échanger et malheureusement pas pu travailler pour cette table ronde, c'est Histoire Crépue. Someboy vrai nom, je vous invite vraiment à suivre à la fois les contenus qu'il fait sur YouTube, et maintenant ça devient un vrai média autonome, indépendant. Pareil, ils sont en pleine campagne, il faut les soutenir. Histoire Crépue au pluriel. Le deuxième, c'est Génération Afrotopia, fondé par Mariemta Moussanang, qui nous a aussi répondu et aidé autant qu'elle pouvait, malgré les conditions aiguillées vers ces différents intervenants pour faire cette table ronde. Donc à nouveau, un média à la fois en France et au Sénégal qui fait de la vulgarisation incroyable. Les podcasts afrotopiques sont une mine d'or. N'hésitez pas à aller les écouter et à soutenir le média. Et le dernier, je pense que c'est très important aussi, c'est Parole d'honneur. Je crois que c'est un peu le média décolonial montant ces dernières années. Pareil, sur YouTube, sur Twitch, sur tout un tas de réseaux sociaux. Ils sont associés à QG Décolonial et ils produisent maintenant leur propre revue qui s'appelle Nous. Dont il y a plusieurs numéros sur le stand des soulèvements de la Terre. Je suis sûr de les avoir vus tout à l'heure, ils n'y sont peut-être plus parce que voilà. Mais voilà, je vous invite vraiment aussi à soutenir tous ces autres médias indépendants décoloniaux qui évidemment auraient eu toute leur place ici et malheureusement n'étaient pas disponibles pour contribuer à cette discussion. Mais voilà, on leur envoie beaucoup de force par ailleurs et on les remercie pour le travail qu'ils font. Et oui, c'est vrai que le boycott, notamment ces médias-là, y ont beaucoup recours,
Donc, faut pas l'oublier. C'est un super. Voilà, à partir du moment où on sait, diffuser l'info aussi, parce que pas tout le monde ne sait que derrière telle marque, tel produit, il y a un tel ou quoi. Ou Israël, par exemple. Ouais, je voulais revenir là-dessus parce que il y avait une question là-dessus, je crois, sur le boycott. Bien sûr que c'est un outil, mais parmi d'autres, j'insiste, j'ai une pensée pour BDS évidemment sur la Palestine. Et là, pour moi, ça fait un lien qui existe depuis des années en fait, et ça fait un lien direct avec ce que tu disais tout à l'heure sur la question de la décolonialité et décoloniser nos esprits. Et en fait, commençons par balayer devant nos portes, en effet. Et en fait, ils vont se battre sur le champ des idées, sur le terrain des idées. Et nous aussi, il faut qu'on y aille au sein de nos orgas collectivement. Et donc aller porter plus encore les questions antiracistes, décoloniales, et aller proposer un paquet de thématiques et de formations là-dessus. Et c'est comme ça en fait. Alors la lutte, elle va être âpre, elle l'est déjà, mais c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est sur le champ de la bataille culturelle. Carrément. Le dernier numéro de la revue Nous Point, c'est Petit Blanc, : fascisme ou révolution ? Voilà, bon, ça nous donne une bonne idée de vers quoi aller. Il y avait une question dernière en ligne, c'était est-ce qu'il y a des liens entre les plaintes qui sont faites en Afrique et celles qui sont faites en France ? Je crois pouvoir répondre assurément que oui. RAF, dont on a plusieurs fois parlé, la Restitution pour l'Afrique, dont le porte-parole est Jean-Jacques Lumumba, donc descendant du résistant et révolutionnaire Lumumba au Congo. Eh bien, ce Restitution pour l'Afrique, c'est vraiment une coalition d'organisations et d'habitants au sein de différents pays d'Afrique qui portent plainte au parquet national financier français. Donc c'est vraiment, il y a évidemment des alliés en France. Enfin, je veux dire, c'est une espèce de, ok, on va pas le laisser partir comme ça et il faut qu'il rende l'argent, quoi. Oui, sur cette question, je voulais compléter ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y a la loi sur le devoir de vigilance maintenant en France depuis 2017. Bon, après, elle a des lacunes cette loi puisque elle a été proposée en 2014 suite à l'affaire Alstom où les Américains, grâce à l'extraterritorialité des lois, ont pu s'accaparer Alstom, qui est un fleuron de l'industrie française, grâce à une sous-filiale en Indonésie qui avait fait de la corruption. Du coup, ils ont enfermé. Enfin bref, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais elle est passionnante. Il y a plein d'articles dessus. Du coup, les députés français ont décidé de faire une loi pour se protéger de ça. Sauf que la loi déposée en 2014 a été complètement édulcorée par les lobbies patronaux, puis aussi par le Conseil constitutionnel. Elle a été votée en 2017. Elle a au moins le mérite d'exister. Survie et les amis de la Terre, on est en procédure contre Total grâce à cette loi. Et c'est de cette loi-là que les associations en Afrique puissent s'en emparer pour porter plainte en France au parquet national. Et là, depuis tout récemment, il y a un tribunal spécial qui est dédié à cette question du devoir de vigilance. Et là, dans le cas de RAF, c'est sur les biens mal acquis que leur porte d'entrée juridique, c'est la jurisprudence des biens mal acquis, puisque les dictateurs des anciennes colonies africaines avaient des possessions en France, des immeubles, des maisons, etc., dans Paris, dans le 16e. D'ailleurs, petite anecdote, mais Vincent Bolloré a vendu un immeuble dans le 16e à Faure Gnassingbé, donc dictateur du Togo. Donc voilà, donc maintenant il y a même des relations immobilières entre milliardaires et chefs d'État. Et donc c'est par cette loi des biens mal acquis qu'on peut attaquer les multinationales. On est à quelques minutes de 15h30, il reste 6-5 minutes. Je pense qu'on peut dire que s'il y a une question, ça pourra être la dernière. Il y avait une main levée tout à l'heure là-bas, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Si elle n'est plus levée, ou si elle se relève? Ouais, très bien. Attends le micro, s'il te plaît, comme ça on t'entendra aussi en ligne. Je reviens en arrière, vous parliez des clauses qui pouvaient faire signer à des journalistes, des clauses. Je suis un peu surpris qu'on puisse faire signer. Je me demande si c'est légal en fait. Si on peut faire signer une clause à vie à quelqu'un qui dira jamais rien. Est-ce que c'est légal? Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec un lanceur d'alerte? En fait, si à un moment donné c'est grave, il y a obligation de le dire, mais à ce moment-là, comment on a pu faire signer à quelqu'un un truc qui le fera taire à vie? Ça me paraît un peu surprenant. Je ne sais pas si vous pourrez répondre. Oui, c'est une très bonne question. Et c'est un peu, j'ai l'impression, nouveau, c'est la jurisprudence, donc la décision de la justice qui va faire un peu jurisprudence sur le sujet.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que les avocats qui défendent Jean-Noël Rivoire, donc qui a été Jean-Baptiste, ce qui a été qui a été à Canal+ et qui est parti, considère que non, c'est complètement illégal justement ce côté durée à vie. Donc a priori dans le droit, il y a des il y a de quoi considérer que c'est illégal. Moi, je ne suis pas juriste moi-même, mais il se trouve qu'en première instance, il a tout de même été condamné. Je ne sais plus à combien, mais c'était des sommes énormes, 106 000 euros d'amende à son ancien employeur, donc Canal+, en l'occurrence. Et voilà, donc on va voir l'appel. L'appel sera assez décisif, la décision en appel. Et en effet, si l'appel jugeait ça illégal, ça ferait aussi sauter du coup tout un tas de clauses et libérerait potentiellement la parole d'énormément de journalistes qui y sont confrontés. Mais ce qu'il utilise pour faire ça, c'est un peu... Mais c'est quand tu es journaliste et que ton média est racheté par un actionnaire, tu as le droit de partir et de bénéficier d'une sorte de clause de conscience, oui, donc d'un petit dédommagement parce que le métier de journaliste est précaire et c'est pas évident de trouver autre chose selon ton ancienneté. Et là, en fait, il soumet cette indemnité qui est légale, c'est partie des droits des journalistes d'avoir ça. Et pour avoir droit à ce droit, il oblige les journalistes à signer cette clause de non-dénigrement. C'est comme ça qu'il leur fait pression. Ce qui est peut-être l'occasion de rappeler que le statut de lanceur d'alerte n'est pas le statut le plus protégé au monde, hein, et qu'il faut aussi se battre à cet endroit-là pour que ces gens justement puissent dénoncer des choses sans encourir la prison à vie ou ce genre de répression. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est à la régie. Est-ce que vous pouvez me dire, est-ce qu'on conclut là-dessus ou est-ce que c'était 15h30 ? Quoi qu'il en soit, je peux au moins vous remercier toutes et tous ici présentes, en plus de nos 4 super intervenants et intervenantes. Je crois qu'on commence à entendre des chants bretons, donc peut-être que c'est le signe que ça va s'arrêter. Mais vraiment, merci beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre attention là-dessus, de vos questions. Et merci beaucoup à vous 4 aussi, Mariama, Arthur, Lola, Laurine, pour tout ce que vous faites par ailleurs et pour votre présence ici. Encore une fois, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc, pour rappel, tous les contenus, toutes les revues Silence sont commandables en ligne et les abonnements. Très bien. Je vais le redire, Silence se situe à une table à l'espace accueil. L'association Survie a aussi amené plein de contenus. Je ne sais pas où est-ce que là ils sont exposés sur le devant de la scène. Si vous voulez les avoir, les consulter peut-être, ou en tout cas prendre des renseignements, n'hésitez pas à revenir vers Arthur et Mariama. Et Attaque, je crois, on peut retrouver tout ça sur le stand du village. Peut-être un dernier mot pour dire que la dernière table ronde qui aura lieu ensuite, c'est sur les divers moyens de lutter contre l'extrême droite au local, que ce soit par les orgas, les collectifs, etc., etc. Donc n'hésitez pas à revenir pour 16h, si c'est bien ce que si l'horaire n'a pas changé. Merci beaucoup encore. Ce sera toujours dans le chapiteau conférence, ouais, tout à fait, et en ligne sur divers médias. Merci encore. Bon après-midi.